Une jeune fille tente de vendre des jouets sur le trottoir afin d'acheter des médicaments pour sa mère malade. Du haut d'un immeuble, un homme l'observe, ignorant qu'elle va changer sa vie. Lorsqu'il parle à la jeune fille, il découvre qu'elle est sa fille, le fruit d'un amour qu'il croyait perdu. Il doit maintenant faire face à son passé, protéger sa fille et demander justice avant qu'il ne soit trop tard. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Le soleil d'automne baignait la place de la Défense d'une lumière dorée. Les travailleurs en costume et tailleurs élégants traversaient rapidement l'esplanade, téléphone collé à l'oreille, café à emporter à la main, tous pressés par le rythme implacable de la capitale française. Personne ne semblait remarquer la petite silhouette assise sur une couverture élimée, au pied de la tour Mercier, l'un des plus impressionnants gratte-ciel du quartier d'affaires parisien. Sophie Laporte, 7 ans, les cheveux châtains noués en 2 tresses imparfaites, disposait méticuleusement ses jouets usés devant elle. Une poupée aux cheveux emmêlés, un ours en peluche au regard triste, quelques livres de contes aux pages cornées et une petite collection de voitures miniatures. La fillette levait ses grands yeux noisettes vers chaque passant, murmurant d'une voix à peine audible « Vous voulez acheter un jouet, monsieur ? C'est pour les médicaments de ma maman. » Presque personne ne s'arrêtait. Certains accéléraient, même le pas, comme si la vue de cet enfant les mettait mal à l'aise. D'autres lui jetaient un regard compatissant avant de poursuivre leur chemin, trop absorbés par leurs propres soucis pour s'attarder. Au 40e étage de la tour Mercier, Mathieu Devrault contemplait distraitement la vue panoramique sur Paris. PDG du groupe Devrault, spécialisé dans les technologies médicales, il venait de terminer une réunion éprouvante avec son conseil d'administration. À 40 ans, l'homme avait tout ce que la réussite professionnelle pouvait offrir. Fortune, respect, influence. Son costume sur mesure, sa montre suisse et son bureau design témoignaient de ce succès. Pourtant, un vide persistant l'habitait depuis son divorce, 3 ans plus tôt. Son regard fut attiré par un mouvement inhabituel en bas. Cette petite tache colorée sur le parvis gris, cette silhouette d'enfant qui détonnait dans ce décor d'adulte pressé. Il plissa les yeux, intrigué par cette anomalie dans le paysage urbain qu'il observait chaque jour. « Monsieur Devrault ?» La voix de sa secrétaire le ramena à la réalité. « Votre appel avec Tokyo est prévu dans 10 minutes. »« Annulez-le » répondit-il impulsivement, surprenant autant sa secrétaire que lui-même. « Reportez tous mes rendez-vous de l'après-midi. » Sans attendre sa réponse, Mathieu quitta son bureau, traversa le couloir jusqu'à l'ascenseur privé et appuya sur le bouton du rez-de-chaussée. Il ne comprenait pas lui-même ce qui le poussait à descendre, ce besoin irrépressible d'aller voir cet enfant. Quelque chose dans cette scène l'avait touché, avait fait vibrer une corde sensible en lui. L'ascenseur descendit rapidement les 40 étages. Quand les portes s'ouvrirent, Mathieu hésita un instant avant de s'avancer vers les portes vitrées de l'immeuble. Il traversa le hall d'entrée sous le regard étonné du personnel de sécurité, peu habitué à voir le grand patron quitter l'immeuble en pleine journée de travail. L'air frais de Paris l'accueillit. Il s'arrêta un moment, cherchant des yeux la petite silhouette aperçue de sa fenêtre. Il la repéra finalement, assise sagement à quelques dizaines de mètres de l'entrée principale. S'approchant lentement, il observa cette petite fille aux joues roses et au regard déterminé, si décalé dans cet univers d'adulte. « Bonjour » dit-il doucement, en s'accroupissant pour se mettre à sa hauteur. Sophie leva les yeux, surprise qu'un adulte lui adresse enfin la parole. « Bonjour, monsieur » répondit-elle poliment. « Vous voulez acheter un jouet ? C'est pour aider ma maman. » Le regard de la fillette était si intense, si adulte dans ce visage d'enfant, que Mathieu en fut troublé. Il examina les jouets étalés sur la couverture usée. « Pourquoi vends-tu tes jouets ?» demanda-t-il avec douceur. « Ma maman est très malade. Elle ne peut plus travailler et ses médicaments coûtent cher. Alors je vends mes jouets pour l'aider, » expliqua Sophie avec une simplicité désarmante. Mathieu sentit son cœur se serrer. « Et où est ta maman maintenant ?»« À l'hôpital. Ma voisine, Madame Dubois, s'occupe de moi pendant que maman est soignée. Mais aujourd'hui, elle fait ses courses, alors je suis venue ici toute seule. » La fierté dans sa voix était palpable. « Tu es venue jusqu'ici toute seule ?» s'étonna Mathieu. « C'est dangereux pour une petite fille. »« Je suis grande, » protesta Sophie.
J'ai 7 ans et demi, et je connais le chemin. Nous habitons à Montmartre, ce n'est pas si loin. » L'idée que cet enfant ait traversé Paris seul lui sembla effarante. « Comment s'appelle ta maman ?» demanda-t-il, pensant déjà à contacter les services sociaux. « Amélie Laporte » répondit Sophie. Elle était fleuriste avant d'être malade. Elle faisait les plus beaux bouquets de Paris. Mathieu sentit le monde s'arrêter autour de lui. Amélie Laporte, ce nom qu'il n'avait pas entendu depuis 8 ans. Ce nom qui appartenait à un autre chapitre de sa vie, un chapitre qu'il croyait définitivement clos. « Amélie » murmura-t-il, comme pour se convaincre qu'il avait bien entendu. « Vous connaissez ma maman ?» demanda Sophie, ses yeux s'illuminant d'espoir. Mathieu ne répondit pas immédiatement. Des images du passé défilaient dans son esprit. Amélie, avec ses longs cheveux châtains et son rire cristallin. Amélie dans sa petite boutique de fleurs du Marais. Amélie dans ses bras, lui promettant un amour éternel. « Oui, dit-il finalement, je crois que je connais ta maman. » Il regarda plus attentivement le visage de Sophie. Ses yeux noisettes, ce petit nez retroussé, cette fossette au menton, tant de détails familiers. Son cœur s'accéléra tandis qu'une possibilité vertigineuse prenait forme dans son esprit. « Quel âge as-tu exactement, Sophie ?»« 7 ans et 5 mois, répondit-elle fièrement. « Je suis née le 12 juin. » Mathieu fit un rapide calcul mental. 8 ans plus tôt, l'accident, leur séparation. Et maintenant, cet enfant dont l'âge correspondait parfaitement à « Sophie, j'aimerais t'aider », dit-il d'une voix qu'il s'efforçait de maintenir calme malgré le tourbillon d'émotions qui l'envahissait. « Je vais acheter tous tes jouets. » Les yeux de la fillette s'écarquillèrent. « Vraiment ? Tous ? » ?»« Oui, tous, » confirma-t-il en sortant son portefeuille. Il en retira plusieurs billets de 100 €. « Et voici pour les médicaments de ta maman. » Sophie contempla les billets avec stupéfaction, n'ayant jamais vu autant d'argent de sa vie. « C'est beaucoup trop, monsieur. »« Non, c'est juste, » répondit-il doucement. « Maintenant, laisse-moi te ramener chez toi, d'accord ? Nous irons voir Madame Dubois ensemble. » La petite fille hésita. « Maman dit que je ne dois pas suivre les inconnus. »« Ta maman a raison, » approuva Mathieu. « Mais je ne suis pas vraiment un inconnu. Je m'appelle Mathieu Devrault et je suis un vieil ami de ta maman. » Il lui tendit la main. « Nous pouvons appeler Madame Dubois si tu veux pour la prévenir. » Après un moment de réflexion, Sophie hocha la tête et commença à ranger ses jouets dans son sac. Mathieu l'aida, manipulant ses objets usés avec un respect inattendu, comme s'ils étaient des trésors inestimables. Une fois les jouets rangés, il appela son chauffeur qui arriva rapidement avec une berline noire aux vitres teintées. Sophie monta dans la voiture avec un mélange d'appréhension et d'excitation. Durant le trajet vers Montmartre, elle raconta à Mathieu des histoires sur chacun de ses jouets, parlant avec l'enthousiasme innocent de l'enfance. Mais l'esprit de Mathieu était ailleurs. Il regardait cette petite fille et ne pouvait s'empêcher de se demander « Était-il possible qu'elle soit sa fille ? Amélie était-elle enceinte lors de l'accident qui les avait séparés ? Pourquoi ne l'avait-elle jamais contactée ?» Alors que la voiture s'engageait dans les rues étroites de Montmartre, Mathieu sentait que sa vie était sur le point de basculer. Ce qui avait commencé comme un geste de compassion spontanée allait peut-être révéler un secret enfoui depuis 8 ans, un secret qui changerait tout. La voiture s'arrêta devant un immeuble ancien aux façades défraîchies, typique du vieux Montmartre. Sophie guida Mathieu jusqu'à l'appartement de Madame Dubois, une femme d'une 60aine d'années, au visage bienveillant, qui accueillit la petite fille avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Sophie, je t'ai cherché partout. Où étais-tu passée ? » « J'étais allé vendre mes jouets pour aider maman, » expliqua la fillette. « Et Monsieur Devrault les a tous achetés. Regarde. » Elle sortit fièrement les billets que Mathieu lui avait donnés. Madame Dubois écarquilla les yeux puis dévisagea l'homme en costume élégant qui se tenait sur son palier. « Madame, je m'appelle Mathieu Devrault. Je suis un ancien ami d'Amélie, » se présenta-t-il. « J'ai trouvé Sophie seule près de mon bureau à la Défense. J'ai pensé qu'il serait plus prudent de la raccompagner. » La vieille dame hocha la tête, visiblement soulagée. « Merci, monsieur. Cette petite est tellement déterminée quand elle a une idée en tête. Entrez, je vous en prie. » Mathieu pénétra dans le modeste appartement. Sophie courut déposer son sac dans sa chambre, les laissant seuls. « Comment va Amélie ?» demanda-t-il, la gorge serrée. « Son état s'est stabilisé, mais les médecins sont prudents, » répondit Madame Dubois. « Une maladie auto-immune rare. Les traitements sont coûteux,
Et l'assurance ne couvre pas tout. Dans quel hôpital est-elle? Saint-Louis, dans le 10e arrondissement, service d'immunologie. Mathieu hocha la tête, mémorisant l'information. Madame Dubois, puis-je vous poser une question personnelle? La vieille dame l'observa avec curiosité. Sophie, est-elle ma fille? La question sortit dans un souffle, chargé de 8 années d'ignorance. Le visage de Madame Dubois exprima d'abord la surprise, puis une compréhension soudaine. Vous êtes ce Mathieu, murmura-t-elle. Amélie m'a parlé de vous, mais je ne savais pas. Elle s'interrompit. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, monsieur. C'est à Amélie de le faire. Sophie revint dans la pièce, interrompant leur conversation. Je peux aller voir maman maintenant. Je veux lui montrer l'argent pour ses médicaments. Les heures de visite sont terminées, ma chérie, répondit doucement Madame Dubois. Que nous irons demain. Je peux vous y conduire, proposa Mathieu. Demain matin, si cela vous convient. Le visage de Sophie s'illumina. Oh oui, s'il vous plaît, Madame Dubois, dites oui. La vieille dame hésita, puis acquiesça. Très bien, mais c'est à Amélie de décider si... Je comprends, l'interrompit Mathieu. Je vous laisse mon numéro. Appelez-moi quand vous serez prête demain matin. Il salua Sophie, qui lui fit un câlin spontané avant qu'il ne parte. Ce contact inattendu le bouleversa plus qu'il n'aurait voulu l'admettre. De retour dans sa voiture, Mathieu demanda à son chauffeur de le conduire chez lui, dans son appartement du 16e arrondissement. Le trajet se déroula dans un silence absolu, tandis que son esprit tourbillonnait de souvenirs et de questions. 8 ans plus tôt, Mathieu Devreau n'était pas encore le puissant PDG qu'il était devenu. Jeune entrepreneur talentueux, il venait de lancer sa start-up spécialisée dans les technologies médicales. C'est à cette époque qu'il avait rencontré Amélie Laporte, fleuriste dans le Marais. Il était entré dans sa boutique pour acheter un bouquet pour sa mère et en était ressorti envoûté par le sourire lumineux de la jeune femme. Leur histoire d'amour avait été aussi intense que brève. Pendant 6 mois, ils avaient vécu une passion dévorante, faisant des projets d'avenir malgré l'opposition de certains membres de la famille d'Amélie, notamment son oncle Victor Mercier, homme d'affaires influent, qui voyait d'un mauvais œil cette relation avec un entrepreneur sans fortune établie. Puis vint l'accident. Amélie devait rejoindre sa famille dans leur maison de campagne en Normandie. La voiture familiale avait fait une sortie de route dans un virage. On lui avait annoncé qu'il n'y avait aucun survivant. Dévasté, Mathieu s'était jeté corps et âme dans son travail, transformant sa douleur en énergie créatrice, bâtissant son empire sur les cendres de son cœur brisé. 2 ans plus tard, il avait épousé Isabelle Renoir, fille d'un de ses investisseurs. Un mariage de raison qui avait néanmoins donné naissance à Chloé, sa fille de 9 ans, le seul véritable rayon de soleil dans sa vie. Leur divorce, 3 ans auparavant, s'était déroulé sans animosité, chacun reconnaissant que leur union n'avait jamais reposé sur un amour véritable. Et maintenant, cet incroyable retournement du destin. Amélie, vivante. Et peut-être une fille dont il ignorait l'existence. Arrivé chez lui, Mathieu se servit un verre de cognac et s'installa près de la fenêtre, offrant une vue imprenable sur la tour Eiffel illuminée. Il sortit son téléphone et composa le numéro de son ami d'enfance, le docteur Laurent Beaumont, chef du service d'immunologie à l'hôpital Saint-Louis. « Laurent, c'est Mathieu. J'ai besoin d'un service. » Le lendemain matin, Mathieu était plus nerveux qu'avant la plus importante négociation de sa carrière. Il avait à peine dormi, hanté par des questions sans réponse et des souvenirs ressurgis. Il choisit un costume plus décontracté qu'à son habitude et passa chercher Sophie et Madame Dubois à l'heure convenue. Sophie était surexcitée, babillant sans interruption pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital. Ses anecdotes sur sa mère, l'école, ses amis, offraient à Mathieu un aperçu précieux de la vie qu'Amélie et elle avaient construite. Une vie dont il n'avait jamais fait partie. À l'hôpital, grâce à l'intervention de Laurent, Mathieu put accompagner Sophie et Madame Dubois jusqu'à la chambre d'Amélie. Devant la porte, il s'arrêta, soudain paralysé par l'appréhension. « Vous venez, monsieur Devreau ?» demanda Sophie en lui prenant la main. Ce geste innocent lui donna le courage qui lui manquait. Il inspira profondément et franchit le seuil. Amélie était assise dans son lit feuilletant un magazine. Malgré la maladie qui l'avait amaigrie et pâlie, elle restait d'une beauté saisissante. Ses longs cheveux châtains étaient noués en une tresse lâche, et ses yeux, ces mêmes yeux noisettes que Sophie avait hérités d'elle, gardaient leur éclat captivant. « Maman !» s'écria Sophie en courant vers elle. « Regarde ce que j'ai pour tes médicaments. » Amélie sourit à sa fille
puis leva les yeux vers les visiteurs. Son sourire se figea lorsqu'elle aperçut Mathieu. Le temps sembla s'arrêter. 8 années d'absence se condensèrent en un regard où se mêlaient stupeur, joie, crainte et 1000 autres émotions. « Mathieu », murmura-t-elle, comme si elle prononçait le nom d'un fantôme. « Bonjour, Amélie », répondit-il doucement. Madame Dubois, comprenant l'intensité du moment, prit Sophie par la main. « Viens, ma chérie, allons chercher un chocolat chaud à la cafétéria. »« Mais je viens d'arriver », protesta la fillette. « Laisse ta maman parler avec Monsieur Devrault », insista la vieille dame. « Nous reviendrons tout à l'heure. » À contre-cœur, Sophie suivit Madame Dubois, laissant Mathieu et Amélie seuls face à leur passé ressuscité. « On m'avait dit que tu étais, » commença Mathieu, incapable de terminer sa phrase. « Je sais, » répondit Amélie. « J'ai été dans le coma pendant 3 mois après l'accident. Quand je me suis réveillé, j'avais perdu la mémoire. Il m'a fallu des mois pour me souvenir de tout. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté ?» La question brûlait les lèvres de Mathieu depuis la veille. Amélie détourna le regard. « Quand j'ai retrouvé mes souvenirs, tu étais déjà marié. Je t'ai vu un jour sortant d'un restaurant avec ta femme. Vous sembliez heureux. Je n'ai pas voulu perturber ta nouvelle vie. » Mathieu s'approcha du lit, son cœur battant à tout rompre. « Et Sophie ?» Leurs regards se croisèrent à nouveau, et dans celui d'Amélie, il lut la confirmation de ce qu'il soupçonnait déjà. « Elle est ta fille, Mathieu. » Ces simples mots ébranlèrent les fondations mêmes de son existence. Il s'assit sur le bord du lit, les jambes soudain trop faibles pour le porter. « J'étais enceinte de 2 mois lors de l'accident, » poursuivit Amélie. « Je venais de l'apprendre. Je partais justement en Normandie pour l'annoncer à ma famille avant de te le dire. Tu as élevé notre fille seule pendant 7 ans, » murmura Mathieu, assimilant peu à peu cette réalité bouleversante. « Je ne regrette rien, » affirma Amélie avec une dignité tranquille. « Sophie est ma joie, ma raison de vivre. Elle est brillante, généreuse, courageuse, comme sa mère, » compléta Mathieu. Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux. Tant de temps perdu, tant de moments manqués. La première dent de Sophie, ses premiers pas, son premier jour d'école. Des souvenirs qu'il n'avait pas partagés et ne pourrait jamais rattraper. « Amélie, je veux faire partie de sa vie, » déclara-t-il avec une détermination absolue. « Je veux être son père, pas seulement biologiquement, mais dans tous les sens du terme. »« Je sais, » répondit-elle doucement. « C'est aussi pour cela que je ne t'ai pas cherché après avoir retrouvé la mémoire. J'avais peur que tu veuilles la prendre avec toi, m'éloigner d'elle. Elle était tout ce qu'il me restait. »« Jamais je n'aurais fait ça, » protesta Mathieu. Il fut interrompu par le retour de Sophie et Madame Dubois. La fillette tenait fièrement un petit sachet de bonbons. « Regarde, maman, la dame de la cafétéria m'a donné des caramels parce que j'étais poli. » Son innocence, sa joie simple face à ce petit plaisir, touchèrent Mathieu au plus profond de son être. C'était sa fille, son sang. Une partie de lui-même qui avait grandi loin de son regard. « Sophie, » dit doucement Amélie, « Monsieur Devrault et moi nous connaissions il y a longtemps, avant ta naissance. »« Vous étiez amoureux ?» demanda Sophie avec la franchise désarmante de l'enfance. Amélie et Mathieu échangèrent un regard où brillait l'écho de leur passion passée. « Oui, » répondit Amélie. « Nous étions amoureux. » Sophie considéra cette information avec un sérieux comique. « C'est pour ça que vous avez acheté tous mes jouets, Monsieur Devrault, parce que vous aimiez ma maman ?»« En partie, » admit Mathieu avec un sourire. « Mais aussi parce que j'ai été touché par ton courage. » La fillette sembla satisfaite de cette réponse et s'assit sur le lit à côté de sa mère, lui racontant avec animation sa visite à la Défense la veille. Mathieu observait cette scène avec émotion, conscient qu'il se tenait au seuil d'un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre où il découvrirait ce que signifiait vraiment être père, où il apprendrait à connaître cet enfant extraordinaire qui était la sienne, où il renouerait peut-être avec le seul véritable amour qu'il ait jamais connu. Mais il y avait encore tant de zones d'ombre, tant de questions sans réponse. Comment Amélie avait-elle survécu à un accident où toute sa famille avait péri? Pourquoi lui avait-on dit qu'elle était décédée? Et surtout, pourquoi son oncle Victor Mercier, dont la tour portait le nom, s'était-il tant opposé à leur relation? Mathieu sentait intuitivement que ces mystères cachaient des vérités troublantes, des vérités qu'il était déterminé à découvrir, quelles qu'en soient les conséquences. Les jours suivants furent marqués par une valse d'émotions pour Mathieu. Il réorganisa entièrement son emploi du temps, déléguant des responsabilités à ses directeurs pour pouvoir passer du temps avec Sophie et Amélie.
Chaque matin, il venait les chercher pour les conduire à l'hôpital, puis emmenait Sophie à l'école, avant de se rendre à son bureau. Chaque après-midi, il quittait le travail plus tôt pour aller chercher sa fille et la ramener auprès de sa mère. Progressivement, Sophie s'attacha à lui. Sa curiosité naturelle et sa franchise désarmante facilitaient leur rapprochement. Elle lui posait 1000 questions sur son travail, sa vie, ses goûts, construisant pièce par pièce le puzzle de ce père qu'elle découvrait. « Pourquoi tu n'étais pas avec maman et moi avant ?» demanda-t-elle un jour, alors qu'ils partageaient une glace sur un banc du jardin du Luxembourg. Mathieu avait préparé sa réponse à cette inévitable question. « Ta maman et moi avons été séparés par des circonstances très compliquées. Je ne savais pas que tu existais, Sophie. Si je l'avais su, je vous aurais cherché partout. » La fillette le considéra avec son regard perçant. « Tu es triste d'avoir manqué quand j'étais bébé ?»« Très triste, admit-il. J'aurais tant aimé te voir faire tes premiers pas, dire tes premiers mots. » « Maman a tout filmé, » le consola Sophie. « On pourra regarder ensemble si tu veux. » Cette proposition, formulée avec une simplicité enfantine, émut Mathieu aux larmes. « J'adorerais ça, Sophie. » L'état d'Amélie s'améliorait lentement. Les médecins étaient prudemment optimistes, parlant d'une possible rémission si elle continuait à bien répondre au traitement. Mathieu avait discrètement arrangé pour qu'elle bénéficie des meilleurs soins sans qu'elle le sache. Sa fierté l'aurait probablement poussé à refuser. Leur conversation, d'abord hésitante et maladroite, devenait progressivement plus naturelle. La présence constante de Sophie aidait à apaiser la tension entre eux. Mais ils évitaient soigneusement d'aborder les sujets les plus douloureux, le passé trouble, l'accident, les années perdues, se concentrant plutôt sur leur fille et le présent. Un soir, alors que Sophie s'était endormie sur une chaise à côté du lit d'hôpital, blottie contre un ours en peluche que Mathieu lui avait offert, Amélie rompit enfin ce silence tacite. « Il y a des choses que tu dois savoir, Mathieu, » murmura-t-elle. « Des choses sur l'accident, sur mon oncle Victor. » Mathieu se tendit imperceptiblement. Victor Mercier, l'oncle d'Amélie, était devenu au fil des ans l'un de ses principaux concurrents dans le secteur des technologies médicales. Leur rivalité professionnelle était notoire dans les cercles d'affaires parisiens. « Je t'écoute, » dit-il doucement, prenant sa main dans la sienne. Amélie prit une profonde inspiration. L'accident n'était pas vraiment un accident. Cette déclaration tomba comme un coup près, confirmant les soupçons que Mathieu nourrissait depuis des années. La voiture a été sabotée, poursuivit-elle. Les freins ont été altérés délibérément. Pas pour causer un accident fatal, mais pour provoquer une peur suffisante pour que je perde le bébé. Mathieu sentit un froid glacial l'envahir. « Qui ?» demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. « Mon oncle Victor. Il n'a jamais accepté notre relation. Dans sa vision des choses, j'étais destiné à épouser Philippe Grandjean, le fils de son associé. Une alliance commerciale déguisée en mariage. » Elle marqua une pause, les yeux rivés sur Sophie endormie. Quand il a découvert ma grossesse, il est entré dans une rage terrible. Il disait que j'avais ruiné ses plans, que j'avais déshonoré la famille. « Comment peux-tu être sûr que c'est lui ?» interrogea Mathieu, luttant pour contenir sa colère grandissante. Le mécanicien qui a travaillé sur la voiture s'est confié à moi, des années plus tard. Il était rongé par la culpabilité. Il m'a tout raconté. Comment Victor lui avait demandé de faire une petite modification au frein, juste pour me donner une bonne frayeur. Il ne pensait pas que cela causerait un accident aussi grave. Les poings de Mathieu se serrèrent. « Tes parents, ils sont décédés sur le coup, » murmura Amélie, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Je n'ai survécu que parce que j'ai été éjecté de la voiture. C'est ce qui a sauvé Sophie aussi, ironiquement. »« As-tu porté plainte? Contacté la police ?» Amélie secoua la tête. « Je n'avais aucune preuve solide. Juste le témoignage d'un mécanicien qui serait mort de peur à l'idée de témoigner contre Victor Mercier. Et puis, il y avait Sophie. J'avais peur qu'il s'en prenne à elle s'il découvrait son existence. C'est pour ça que tu ne m'as pas cherché, comprit soudain Mathieu. Tu craignais que Victor fasse le lien. Oui, admit-elle. Je savais qu'il te surveillait encore, qu'il suivait ta carrière avec une obsession malsaine. S'il avait découvert que j'avais eu ton enfant, mais maintenant il va forcément l'apprendre, fit remarquer Mathieu. Avec mes visites quotidiennes ici, mes changements d'horaire. Je sais, soupira Amélie. C'est pourquoi je devais te dire la vérité. Pour que tu comprennes à quel point il peut être dangereux. Mathieu observa Sophie si paisible dans son sommeil, inconsciente du drame qui se jouait autour d'elle. Sa fille. Cette simple idée
éveillait en lui un instinct de protection primal, féroce. « Il ne s'approchera pas d'elle », affirma-t-il avec une détermination tranquille, « ni de toi. Je vous protégerai quoi qu'il m'en coûte. » Amélie serra sa main plus fort. « Tu ne comprends pas, Mathieu, Victor est puissant, influent. Il a des connexions partout. Politique, justice, médias. C'est un homme qui obtient toujours ce qu'il veut. »« Plus maintenant, » répliqua Mathieu. « Je ne suis plus le jeune entrepreneur sans ressources d'il y a 8 ans. J'ai aussi du pouvoir, des alliés. Et surtout, j'ai la vérité de mon côté. » Cette discussion fut interrompue par l'arrivée du docteur Juliette Moreau, la spécialiste en immunologie qui suivait Amélie. Grande, élégante, avec des yeux bleus perçants et une présence rassurante, le docteur Moreau était devenu une alliée précieuse. « Excusez-moi de vous déranger, » dit-elle doucement, consciente de l'atmosphère chargée d'émotions. « Je venais juste vérifier les constantes d'Amélie avant la fin de mon service. » Mathieu se leva pour lui laisser la place. Il connaissait Juliette depuis longtemps. Son entreprise finançait plusieurs de ses projets de recherche. Mais ces dernières semaines, il avait découvert une autre facette de cette femme brillante, sa compassion, sa gentillesse envers Amélie et Sophie. Pendant que Juliette examinait Amélie, Mathieu s'approcha de la fenêtre, plongé dans ses pensées. Victor Mercier, cet homme qu'il avait toujours considéré comme un rival commercial, était en réalité bien plus sinistre. Un homme capable d'ordonner le sabotage d'une voiture, mettant en danger sa propre famille, juste pour préserver ses intérêts. « Les résultats sont encourageants », annonça Juliette en terminant son examen. « La réponse au nouveau traitement est très positive. Si tout continue ainsi, vous pourriez sortir d'ici 1 semaine ou 2, Amélie. » Cette nouvelle aurait dû réjouir Mathieu, mais elle soulevait de nouvelles questions. Où iraient Amélie et Sophie? Leur petit appartement de Montmartre n'était pas sécurisé, surtout maintenant qu'il savait que Victor représentait une menace. Mais suggérer qu'elles emménagent chez lui semblait précipité, presque présomptueux. « C'est une excellente nouvelle, » dit-il néanmoins, se forçant à sourire. Juliette perçut son trouble. « Nous en reparlerons plus en détail demain, » ajouta-t-elle. Il y a encore plusieurs aspects à considérer pour le suivi à domicile. Après son départ, un silence confortable s'installa dans la chambre. Sophie dormait toujours, sa respiration régulière berçant l'espace entre Mathieu et Amélie. « Nous trouverons une solution, » murmura finalement Mathieu. « Ensemble. » Amélie le regarda longuement, puis hocha la tête. « Ensemble, » répéta-t-elle comme pour sceller un pacte. Le lendemain matin, Mathieu décida qu'il était temps de parler à sa fille aînée, Chloé. À 9 ans, elle était une petite fille vive et intelligente, la parfaite combinaison des traits de ses 2 parents. Depuis le divorce, elle vivait principalement avec sa mère, mais passait les week-ends avec Mathieu. Il l'invita à déjeuner dans leur restaurant préféré, un petit bistrot près du jardin des Tuileries. Chloé remarqua immédiatement que quelque chose préoccupait son père. « Tu as l'air bizarre, papa », déclara-t-elle en attaquant son dessert. « Tu as des problèmes au travail ?» Mathieu sourit, toujours étonné par la perspicacité de sa fille. « Non, ma chérie. En fait, j'ai une nouvelle importante à te partager. » Il lui expliqua alors, avec des mots simples mais sans condescendance, la situation. Sa relation passée avec Amélie, l'accident qui les avait séparés, sa récente découverte de l'existence de Sophie. « Donc, j'ai une petite sœur » résuma Chloé, assimilant cette information avec un calme surprenant. « Oui » confirma Mathieu. « Une demi-sœur, techniquement. Elle a 7 ans et s'appelle Sophie. » Chloé réfléchit un moment, tournant sa cuillère dans sa coupe de glace à moitié fondue. « Est-ce qu'elle est gentille ?» Cette question simple, dépourvue de jalousie ou de ressentiment, toucha Mathieu. « Très gentille, et courageuse aussi. Je pense que vous vous entendriez bien. Je peux la rencontrer ? Tu aimerais ? » « Bien sûr !» s'exclama Chloé comme si c'était l'évidence même. « J'ai toujours voulu une sœur. Maman dit que je suis une fille unique, bordélique pour 2, mais je sais qu'elle plaisante. » Mathieu rit, soulagé par cette réaction positive. « Je vais organiser ça très bientôt, alors. » Chloé hocha la tête, puis demanda soudain, avec cette franchise enfantine qui ne s'embarrassait pas de tact, « Est-ce que tu vas te remettre avec la maman de Sophie ?» La question prit Mathieu au dépourvu. « Amélie et moi devons d'abord réapprendre à nous connaître. Beaucoup de choses ont changé en 8 ans. »« Mais tu l'aimes encore » affirma Chloé, comme si elle énonçait un fait incontestable. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?»« Tes yeux brillent quand tu parles d'elle » expliqua sa fille, comme dans les films. Mathieu ne put s'empêcher de sourire face à cette observation. « Les choses sont compliquées, ma chérie.
Les adultes disent toujours ça, soupira Chloé avec une exaspération comique. Mais c'est simple, si tu l'aimes et qu'elle t'aime, vous devriez être ensemble. Comme ça, Sophie et moi, on pourrait être des vraies sœurs. Cette logique enfantine, dépouillée des complications que les adultes s'imposaient, était rafraîchissante. Mais Mathieu savait que la réalité était bien plus complexe. Entre eux se dressaient 8 années de séparation, des vies différentes construites en parallèle, et maintenant, la menace de Victor Mercier. « Nous verrons », dit-il doucement. « Pour l'instant, concentrons-nous sur la rencontre entre Sophie et toi. » En quittant le restaurant, main dans la main avec sa fille aînée, Mathieu sentit un mélange d'appréhension et d'espoir. Il s'apprêtait à réunir deux mondes qui n'auraient jamais dû être séparés, tout en affrontant un adversaire redoutable. Au fond de lui, il savait que les prochaines semaines seraient décisives. Et quelque part dans Paris, dans son bureau au sommet de la tour qui portait son nom, Victor Mercier ignorait encore que le passé qu'il avait tenté d'ensevelir 8 ans plus tôt était sur le point de ressurgir, menaçant l'empire qu'il avait construit sur des fondations de manipulation et de trahison. La première rencontre entre Sophie et Chloé se déroula au jardin d'acclimatation, un samedi, après-midi ensoleillé. Des choix cruciaux l'attendaient, des décisions qui façonneraient non seulement son avenir, mais aussi celui de ses 2 filles et d'Amélie. Mathieu observait avec appréhension ces 2 filles qui se jaugeaient mutuellement, comme 2 chatons curieux et méfiants. « Tu as vraiment 7 ans ?» demanda Chloé, examinant Sophie de la tête aux pieds. « Tu es petite pour ton âge. »« Et toi, tu parles comme une adulte » répliqua Sophie sans se démonter. « C'est bizarre pour une fille de 9 ans. » Un instant de silence tendu suivit cet échange, puis les 2 fillettes éclatèrent simultanément de rire, brisant instantanément la glace. « J'adore tes tresses » déclara Chloé. « J'adore tes baskets » répondit Sophie. Et ce fut tout. Aussi simplement que cela, elles devinrent amies, puis sœurs. Mathieu les regardait courir d'attraction en attraction, partageant barbe à papa et éclats de rire, avec un mélange d'émerveillement et de gratitude. L'innocence des enfants, leur capacité à accepter les changements sans s'embarrasser des complications que les adultes y ajoutaient, lui semblait presque miraculeuse. Isabelle, son ex-femme, l'avait rejoint pour cette première rencontre. Divorcés depuis 3 ans, ils avaient maintenu une relation cordiale pour le bien de Chloé. Isabelle était une femme pragmatique, élégante, qui dirigeait désormais la branche européenne d'une grande maison de couture. « Elle est adorable », commenta-t-elle en observant Sophie. « Elle te ressemble surtout quand elle sourit. »« Tu crois ?» demanda Mathieu, surpris et touché par cette remarque. « Absolument. Ce petit pli au coin des lèvres, c'est tout toi. » Isabelle hésita un instant. « Comment va sa mère ?»« Mieux. Les médecins sont optimistes. Elle pourrait sortir de l'hôpital dans quelques jours. » Et ensuite, Mathieu soupira. « Je ne sais pas encore. Leur appartement n'est pas sûr, mais je ne peux pas simplement leur proposer d'emménager chez moi. »« Ce serait précipité ?» suggéra Isabelle avec un sourire compréhensif. « Mathieu, tu as toujours été comme ça, à analyser, peser le pour et le contre, chercher la solution parfaite. Parfois, il faut juste suivre son instinct. Mon instinct me dit de les protéger, admit-il, de les garder près de moi. » « Alors fais-le, » répondit simplement Isabelle. « Propose-leur de s'installer dans ton appartement d'invité, celui qui est indépendant mais relié au tien. Elles auront leur espace, mais seront en sécurité. » Mathieu considéra cette suggestion. Son appartement du 16e arrondissement comprenait effectivement un espace indépendant, initialement prévu pour sa mère vieillissante, mais qui n'avait jamais été utilisé. « Et toi, ça ne te dérange pas ? Pour Chloé, je veux dire. » Isabelle secoua la tête. Notre divorce a été civilisé précisément parce que nous avons toujours su que notre mariage était une erreur. Nous nous respections, nous nous apprécions, mais nous n'étions pas amoureux. Elle fit une pause, observant leur fille qui faisait la queue pour un manège. Chloé mérite de voir son père heureux. Et si cette Amélie et sa fille peuvent apporter ce bonheur, alors je suis la première à vous souhaiter bonne chance. Mathieu fut touché par cette générosité d'esprit. Merci, Isabelle. Tu es une femme extraordinaire. Je sais, répondit-elle avec un clin d'œil espiègle. C'est pour ça que j'ai trouvé un homme qui m'apprécie à ma juste valeur. Mathieu sourit, sincèrement heureux qu'elle ait rencontré quelqu'un. Leur conversation fut interrompue par le retour des fillettes, essoufflées et radieuses. « Papa !» s'exclama Sophie, utilisant ce terme pour la première fois.
Ce simple mot provoqua une émotion si intense chez Mathieu qu'il dut faire un effort pour ne pas laisser paraître ses larmes. « Chloé dit que tu as une maison avec une vue sur la tour Eiffel. C'est vrai ?»« C'est vrai, » confirma-t-il, la voix légèrement enrouée. « Et elle dit aussi que j'ai une chambre là-bas. Mais ce n'est pas possible, puisque j'habite avec maman à Montmartre. » Mathieu échangea un regard avec Isabelle, qui l'encouragea d'un hochement de tête discret. « En fait, Sophie, j'aimerais justement vous proposer, à ta maman et toi, de venir habiter dans mon appartement quand elle sortira de l'hôpital. Il y a un espace indépendant avec sa propre entrée, mais qui est relié à mon appartement. Vous seriez plus confortable et plus en sécurité, » compléta Sophie avec une perspicacité surprenante, à cause du méchant monsieur qui a fait du mal à maman. Mathieu et Isabelle échangèrent un regard alarmé. « Qu'est-ce que tu veux dire, Sophie ?» demanda doucement Mathieu. « J'ai entendu maman te parler l'autre soir, quand elle pensait que je dormais, » expliqua la fillette. « Elle a dit que son oncle avait cassé la voiture pour lui faire peur. C'est très méchant. » Mathieu s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Sophie, ta maman et moi nous occupons de tout ça. Tu n'as pas à t'inquiéter. »« Je n'ai pas peur, » affirma Sophie avec une détermination qui rappelait étrangement celle d'Amélie. « Maman dit toujours que les méchants finissent par être punis. »« Ta maman a raison, » intervint Isabelle, impressionnée par le courage de cette petite fille. « Alors, » reprit Chloé impatiente, « Sophie et sa maman vont venir habiter près de chez toi? C'est super! On pourra faire des soirées pyjama. » Les deux fillettes se lancèrent dans des projets enthousiastes, imaginant déjà leur future vie de quasi-sœurs. Mathieu et Isabelle les écoutaient, échangeant des regards amusés face à leur excitation. Plus tard, lorsque Mathieu raccompagna Sophie à l'hôpital pour voir Amélie, la fillette ne tarissait pas d'éloges sur Chloé et sur leur journée ensemble. Et Chloé a dit que je pouvais emprunter ses livres quand je veux, et qu'elle me montrerait comment faire du patin à glace, et que son école est super, et que je pourrais peut-être y aller aussi, et que... Amélie l'écoutait avec un sourire attendri, heureuse de voir sa fille si enthousiaste. Son état s'était considérablement amélioré. Les couleurs étaient revenues sur ses joues, et elle pouvait désormais se lever et marcher un peu dans sa chambre. Lorsque Sophie s'éclipsa pour aller montrer son nouveau bracelet d'amitié, cadeau de Chloé, à Madame Dubois qui patientait dans la salle d'attente, Mathieu exposa son idée à Amélie. « J'ai un appartement d'invité, totalement indépendant mais connecté au mien. Vous y seriez en sécurité, Sophie et toi, et je serai près de vous. » Amélie ne répondit pas immédiatement, pesant visiblement le pour et le contre de cette proposition. « Ce n'est pas que je n'apprécie pas ton offre, Mathieu, » dit-elle finalement. « Mais tout va si vite. Il y a 3 semaines, nous étions des étrangers l'un pour l'autre. Et maintenant, tu me proposes d'emménager chez toi. Pas chez moi, précisa-t-il, à côté. Vous auriez votre propre espace, votre indépendance. C'est juste que... » Il hésita, cherchant les mots justes. « Je veux vous protéger, Amélie. Victor ne sait peut-être pas encore que Sophie existe, mais il l'apprendra tôt ou tard. Et quand ce sera le cas, il sera furieux, » compléta Amélie, un voile d'inquiétude assombrissant son regard. Pour lui, l'honneur de la famille passe avant tout. Une nièce qui a eu un enfant hors mariage avec son rival en affaires. Il considérerait ça comme une trahison impardonnable. « Exactement. Et ton appartement à Montmartre n'est pas sécurisé. Il pourrait facilement vous y retrouver. » Amélie sembla réfléchir intensément, tiraillée entre son désir d'indépendance et la sécurité de sa fille. « D'accord, » concéda-t-elle finalement. « Nous acceptons ton offre, temporairement. Le temps de trouver une solution plus permanente. » Mathieu acquiesça, conscient qu'elle avait besoin de garder une forme de contrôle sur sa vie. « Bien sûr. C'est juste provisoire. Et je paierai un loyer, » ajouta-t-elle fermement. « Ce n'est pas nécessaire, Amélie. J'insiste, » l'interrompit-elle. « Je ne veux pas être redevable. Je veux que notre relation, quelle qu'elle soit basée sur l'égalité, pas sur la dette ou la charité. » Mathieu comprit sa fierté et son besoin d'autonomie. « D'accord. Nous établirons un loyer raisonnable. » Un silence confortable s'installa entre eux, rempli de non-dits et de possibilités futures. « Sophie t'a appelé papa aujourd'hui, » révéla doucement Amélie. « Elle me l'a dit au téléphone, tout excitée. C'est la première fois. » Mathieu sentit son cœur se gonfler de bonheur à ce souvenir. « Oui, c'était un moment très spécial. »« Elle t'accepte si facilement, » murmura Amélie presque pour elle-même. « Les enfants ont cette capacité incroyable à s'adapter, à accueillir l'amour sans poser de conditions. »« Elle est extraordinaire, »
affirma Mathieu. Tu as fait un travail remarquable, Amélie. L'élever seule dans ces circonstances, j'ai fait de mon mieux, répondit-elle simplement. Mais elle a toujours senti qu'il manquait quelque chose. Elle me posait souvent des questions sur son père. Je lui ai toujours dit la vérité, ou du moins une version adaptée à son âge, que son père était un homme bon que j'avais aimé profondément et que des circonstances malheureuses nous avaient séparés. Merci, murmura Mathieu, profondément touché. Un merci de ne pas avoir fait de moi le méchant de l'histoire. Amélie sourit tristement. Tu ne l'as jamais été, Mathieu. Leur conversation fut interrompue par le retour de Sophie, suivie du docteur Moreau, qui venait faire sa visite quotidienne. « Bonjour à tous !» salua Juliette avec son sourire chaleureux. « J'apporte d'excellentes nouvelles. Les dernières analyses sont très positives. Amélie, vous pourrez sortir dès mercredi. » Sophie poussa un cri de joie et se jeta dans les bras de sa mère, qui grimaça légèrement, mais serra sa fille contre elle avec émotion. « Cependant, poursuivit Juliette, vous aurez besoin de repos, de soins réguliers et d'un suivi médical rigoureux pendant encore plusieurs mois. Nous avons trouvé une solution pour cela, intervint Mathieu. Amélie et Sophie vont s'installer temporairement dans mon appartement d'invité. Juliette hocha la tête, visiblement satisfaite de cet arrangement. Parfait. Je passerai régulièrement pour les soins et le suivi. Et bien sûr, nous maintiendrons les rendez-vous hebdomadaires à l'hôpital. Mathieu fut surpris par cette proposition. Vous feriez des visites à domicile? Bien sûr, répondit Juliette comme si c'était l'évidence même. Amélie est un cas particulier qui nécessite une attention spéciale. Elle échangea un regard complice avec sa patiente. Et puis, j'ai promis à Sophie de lui apprendre à faire un vrai stéthoscope avec des matériaux de récupération. C'est vrai, s'exclama Sophie. Docteur Juliette dit que je pourrais devenir médecin un jour, comme elle. Mathieu observa l'interaction entre Juliette, Sophie et Amélie, frappé par la complicité évidente qui s'était développée entre elles. Il réalisa que pendant ces années où il ignorait l'existence de sa fille, d'autres personnes avaient veillé sur elle et Amélie, Madame Dubois, le docteur Moreau, des alliés précieux qui avaient contribué à façonner la vie de Sophie. Cette prise de conscience renforça sa détermination. Il ne s'agissait plus seulement de protéger Amélie et Sophie de Victor Mercier. Il s'agissait aussi de créer un nouvel équilibre, une nouvelle famille élargie où chacun aurait sa place. Sophie et Amélie, bien sûr, mais aussi Chloé, Isabelle, Madame Dubois, Juliette. Plus tard ce soir-là, après avoir raccompagné Sophie chez Madame Dubois, Mathieu fit un détour par son bureau. Il avait une mission précise en tête. Dans le silence de la tour déserte, il activa son ordinateur et commença à chercher toutes les informations disponibles sur Victor Mercier, ses investissements, ses associés, ses faiblesses potentielles. S'il devait protéger sa famille nouvellement reconstituée, il avait besoin de comprendre exactement à qui il avait affaire. Ce qu'il découvrit le glaça. Victor Mercier n'était pas seulement un homme d'affaires impitoyable, c'était un manipulateur qui avait construit son empire sur des pratiques douteuses, des intimidations et parfois pire. Sa réputation d'intouchable reposait sur un réseau complexe d'alliances stratégiques avec des personnes haut placées. Mais chaque empire avait ses failles, et Mathieu était déterminé à trouver celle de Victor, avant que ce dernier ne découvre l'existence de Sophie et ne tente de s'en prendre à elle ou à Amélie. Car une chose était certaine, la confrontation était inévitable. Et quand elle viendrait, Mathieu serait prêt à tout pour défendre ceux qu'il aimait. L'installation d'Amélie et Sophie dans l'appartement d'invités se déroula par une douce journée de printemps. Mathieu avait engagé une entreprise de déménagement pour transporter leurs affaires depuis Montmartre et fait appel à un décorateur pour personnaliser l'espace selon leur goût. Sophie était émerveillée par sa nouvelle chambre, aux murs d'un jaune pâle ensoleillé, ornée d'étagères remplies de livres et de jouets neufs. « C'est comme dans un conte de fées », s'extasiait-elle en tournoyant au milieu de la pièce. Amélie, plus réservée, observait ce luxe avec un mélange d'émerveillement et de malaise. Leur modeste appartement de Montmartre, avec ses plafonds bas et ses murs écaillés, lui semblait soudain appartenir à une autre vie. « Tu as fait trop de dépenses, Mathieu », murmura-t-elle en caressant distraitement le couvre-lit en soie de sa nouvelle chambre. « Je voulais que vous vous sentiez chez vous », répondit-il simplement. Ils furent interrompus par l'arrivée impromptue de Chloé, qui avait insisté pour aider à l'installation pendant son week-end chez son père. « Sophie, j'ai apporté des posters pour ta chambre », s'écria-t-elle en brandissant un tube en carton.
Ce sont des constellations qui brillent dans le noir. Les deux fillettes se précipitèrent dans la chambre de Sophie, laissant Mathieu et Amélie seuls dans le salon. « Elle est heureuse », constata Mathieu, en regardant dans la direction où les filles avaient disparu. « Oui », admit Amélie. « Plus que je ne l'ai vue depuis longtemps. » Un silence confortable s'installa entre eux, ponctué par les rires lointains des enfants. « Et toi » demanda doucement Mathieu. « Es-tu heureuse, Amélie ?» Elle le regarda, surprise par cette question directe. « Je suis soulagée, reconnaissante. Pour Sophie, pour les soins, pour cette seconde chance. » Elle hésita. « Mais heureuse ? Je ne sais pas encore. Trop de choses ont changé, trop vite. » Mathieu comprit sa réserve. 8 années les séparaient, des années où chacun avait construit une vie différente, traversé des épreuves, seul. On ne recollait pas si facilement les morceaux d'un passé brisé. « Prenons notre temps », suggéra-t-il, jour après jour. Amélie acquiesça, visiblement soulagée par cette approche sans pression. Les jours suivants établirent progressivement une nouvelle routine. Mathieu emmenait les deux filles à l'école, chaque matin avant de se rendre à son bureau. Juliette venait régulièrement pour les soins d'Amélie, dont la santé continuait à s'améliorer. Les week-ends, ils organisèrent des sorties à 4, zoos, musées, parcs, des moments précieux où ils apprenaient à devenir une famille. Un soir, alors que les filles dormaient après une journée particulièrement riche en émotions, Sophie avait été invitée à l'anniversaire d'une camarade de classe de Chloé, Mathieu et Amélie se retrouvèrent sur la terrasse de l'appartement, contemplant la tour Eiffel illuminée. « Sophie s'adapte si bien », commenta Amélie, une couverture sur les genoux malgré la douceur de la nuit. « Parfois, j'ai l'impression qu'elle a toujours vécu ici. »« Les enfants ont cette capacité étonnante, » répondit Mathieu. « Et puis, elle a Chloé maintenant. Elles sont devenues inséparables. » Amélie sourit, reconnaissante de la relation harmonieuse qui s'était développée entre les deux demi-sœurs. « Chloé est une enfant extraordinaire, mature, généreuse. Tu peux être fier. »« Je le suis, » affirma Mathieu. « De mes deux filles. » Il y avait tant de tendresse dans sa voix quand il prononçait ces mots qu'Amélie sentit son cœur se serrer. Une partie d'elle-même, celle qui avait aimé Mathieu passionnément 8 ans plus tôt, s'éveillait dangereusement. « As-tu des nouvelles de Victor ?» demanda-t-elle pour changer de sujet, revenant à leurs préoccupations plus immédiates. Mathieu hésita, ne voulant pas l'inquiéter, mais il lui devait la vérité. Il a commencé à poser des questions. Plusieurs de mes associés m'ont rapporté qu'il s'intéressait soudainement à ma vie privée, à mes allées et venues. Amélie pâlit légèrement. « Il sait. »« Pas encore, » la rassura Mathieu, « mais il soupçonne quelque chose. J'ai renforcé la sécurité de l'immeuble et engagé un garde du corps discret qui surveille les filles quand elles sont à l'école. »« Un garde du corps ?» s'alarma Amélie. « Tu penses vraiment que c'est nécessaire ?»« C'est une simple précaution, » répondit-il. Puis, voyant son inquiétude, il ajouta. « J'ai aussi avancé dans mes recherches. J'ai découvert des informations qui pourraient nous donner un avantage si Victor décide de passer à l'offensive. » « Quel genre d'informations ? » Des irrégularités dans certaines de ses transactions, des preuves de pratiques commerciales douteuses. Rien d'assez solide pour l'inculper, mais suffisant pour le tenir en respect. Amélie sembla peu convaincue. « Tu ne connais pas Victor comme je le connais, Mathieu. Il ne recule devant rien quand il se sent menacé. »« Je ne sous-estime pas sa dangerosité, » assura Mathieu. « Mais je ne suis plus le jeune entrepreneur sans ressources d'il y a 8 ans. J'ai aussi des alliés puissants maintenant. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Juliette, qui venait pour la visite du soir. Malgré l'heure tardive, la médecin tenait à vérifier personnellement l'état d'Amélie chaque jour. « Désolée pour l'heure », s'excusa-t-elle en rejoignant le couple sur la terrasse. « L'hôpital était une folie aujourd'hui. »« Ne vous inquiétez pas, » la rassura Amélie. « Nous profitions juste de la vue. » Juliette sortit son matériel médical de son sac. Au fil des semaines, elle était devenue bien plus qu'une simple médecin pour la famille. Sa gentillesse naturelle, son humour subtil et son dévouement avaient touché chacun d'entre eux. Sophie l'adorait et la bombardait de questions sur la médecine. Chloé la considérait comme une confidente. Quant à Mathieu, il appréciait sa franchise et son intelligence vive. Pendant qu'elle examinait Amélie, Mathieu se retira discrètement pour préparer du thé. Dans la cuisine, il réfléchissait à leur situation. Ces dernières semaines avaient été comme un rêve. Redécouvrir Amélie, apprendre à connaître Sophie, voir ces deux filles s'épanouir ensemble. Mais l'ombre de Victor planait toujours sur leur bonheur fragile. Il fut tiré de ses pensées par l'arrivée de Juliette dans la cuisine. « Tout va bien ?»
demanda-t-il inquiet. Très bien, le rassura-t-elle avec un sourire. Amélie se remet remarquablement. Son système immunitaire répond parfaitement au traitement. À ce rythme, elle pourrait être considérée en rémission d'ici quelques mois. Mathieu poussa un soupir de soulagement. C'est une merveilleuse nouvelle. Juliette l'observa attentivement. Vous semblez préoccupé malgré tout. C'est Victor Mercier, admit-il. J'ai peur qu'il ne découvre l'existence de Sophie et ne tente quelque chose. La médecin fronça les sourcils. Victor Mercier, le propriétaire de la tour qui porte son nom, aussi l'oncle d'Amélie, et l'homme responsable de l'accident qui a tué ses parents et nous a séparés. Juliette écarquilla les yeux, choquée par cette révélation. Mon Dieu, je ne voulais pas vous mêler à tout ça, s'excusa Mathieu, mais vous êtes devenue importante pour nous tous. Vous méritez de connaître la vérité. Juliette resta silencieuse un moment, assimilant cette information. Je comprends mieux certaines réactions d'Amélie maintenant. Sa réticence à parler de sa famille, sa méfiance envers les figures d'autorité. Mathieu acquiesça. Elle a traversé l'enfer à cause de cet homme. Et maintenant vous craignez qu'il ne s'en prenne à Sophie, compléta Juliette. Exactement. Juliette posa une main réconfortante sur son bras. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille, Mathieu. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les protéger, elles aussi. Cette promesse, formulée avec une détermination tranquille, toucha Mathieu profondément. Merci, Juliette. Ils retournèrent sur la terrasse où Amélie les attendait, emmitouflée dans sa couverture. La vue sur Paris illuminée était spectaculaire, un océan de lumière scintillante avec la tour Eiffel comme phare central. Le thé est prêt, annonça Mathieu en posant le plateau sur la table basse. Les trois adultes sirotèrent leur boisson chaude en silence, unis par leur affection commune pour les deux fillettes qui dormaient paisiblement à l'intérieur. « J'ai parlé à Mathieu de votre amélioration significative », dit finalement Juliette à Amélie. « À ce rythme, vous pourriez reprendre une activité professionnelle d'ici quelques semaines, si vous le souhaitez. » Amélie parut surprise. « Vraiment? Je pourrais retravailler comme fleuriste ?»« Avec certaines précautions, oui, » confirma Juliette. « Rien de trop physiquement exigeant au début, et en veillant à prendre vos médicaments régulièrement, mais il n'y a aucune raison médicale de vous en empêcher. » Cette perspective sembla ravir Amélie. « J'ai tant manqué les fleurs, leur odeur, leur texture. C'était plus qu'un métier pour moi, c'était une passion. Je connais justement une boutique qui cherche une fleuriste expérimentée, » intervint Mathieu. « Dans le quartier du Marais, pas loin de ton ancienne boutique. » Amélie le regarda avec surprise. « Tu as fait des recherches? J'ai pensé que tu voudrais retrouver ton indépendance dès que possible, » expliqua-t-il avec un sourire. « Je te connais, Amélie. Tu n'es pas du genre à rester inactive très longtemps. » Cette attention la toucha visiblement. « Merci, Mathieu. J'appellerai demain pour me renseigner. » La soirée se poursuivit dans cette atmosphère détendue jusqu'à ce que Juliette prenne congé, promettant de revenir le lendemain. Après son départ, Mathieu et Amélie restèrent seuls sur la terrasse. La nuit était douce, parfumée par les jardinières de lavande que Mathieu avait fait installer pour rappeler à Amélie son enfance en Provence. « Elle est extraordinaire », commenta Amélie, faisant référence à Juliette. « Oui », acquiesça Mathieu. « Les filles l'adorent. Toi aussi », remarqua doucement Amélie. Mathieu la regarda, surpris par cette observation. « C'est une amie précieuse, oui. »« Juste une amie ?» demanda Amélie, et il y avait quelque chose dans sa voix. Curiosité, peut-être même une pointe de jalousie, qui intrigua Mathieu. « Que veux-tu dire ?» Amélie haussa les épaules. « Rien. C'est juste que, la façon dont vous vous regardez parfois, il y a une connexion évidente. » Mathieu réfléchit à cette remarque. Il appréciait effectivement énormément Juliette, admirait son intelligence, sa compassion, son dévouement. Mais ses sentiments étaient complexes et confus, car dans son cœur, Amélie occupait toujours une place spéciale. « Juliette est importante pour moi, » admit-il finalement, « pour nous tous. Mais, l'encouragea doucement Amélie, mais ces dernières semaines ont tout changé. Te retrouver et découvrir Sophie. C'est comme si une partie de moi-même qui avait été arrachée m'était soudain rendue. » Leurs regards se croisèrent, chargés d'émotions contradictoires, l'écho d'un amour passé, la douleur de la séparation, l'incertitude du présent, la possibilité d'un avenir commun. « Nous devrions aller nous coucher », suggéra finalement Amélie, rompant ce moment d'intimité. « Demain sera une longue journée. » Mathieu acquiesça, comprenant qu'elle avait besoin d'espace, de temps. « Bonne nuit, Amélie. »
Bonne nuit, Mathieu. Ils se séparèrent dans le couloir qui reliait leurs appartements, chacun retournant vers sa solitude, portant le poids de sentiments inavoués et de possibilités non explorées. Le lendemain matin, alors que Mathieu préparait le petit déjeuner pour les filles, son téléphone sonna. Le numéro était masqué, ce qui éveilla immédiatement sa méfiance. « Devreau », répondit-il, tendu. « Bonjour, Mathieu. » La voix grave, légèrement traînante, était immédiatement reconnaissable, bien qu'il ne l'ait pas entendue depuis des années. C'est Victor Mercier. J'espère que je ne te dérange pas de si bon matin. Mathieu sentit un frisson glacé parcourir son échine. Il fit signe aux filles de continuer leur petit déjeuner et s'éloigna vers son bureau. « Pas du tout, » répondit-il, s'efforçant de paraître calme. « Que me vaut le plaisir de cet appel ?»« Oh, simple curiosité, » répondit Victor d'un ton faussement désinvolte. « J'ai entendu dire que tu t'intéressais à ma famille récemment, plus précisément à ma nièce Amélie. Je me demandais pourquoi, après toutes ces années, la menace sous-jacente était claire. Victor savait, peut-être pas tout, mais suffisamment pour représenter un danger immédiat. « Amélie est une vieille amie, » répondit prudemment Mathieu. « Elle a eu des problèmes de santé. Je l'aide à se remettre sur pied. Comme c'est généreux de ta part, » ironisa Victor. « Et la petite fille qui l'accompagne, une autre, vieille amie. » La mention de Sophie fit monter en Mathieu une vague de rage protectrice. Il lutta pour maintenir son calme. « Je vois que tu es bien informé, Victor. Pourquoi ne pas en discuter face à face? Un déjeuner peut-être » Excellente idée, approuva Victor. Et Mathieu pouvait presque entendre son sourire carnassier à travers le téléphone. « Aujourd'hui, 13h, à la Coupole. J'ai hâte de rattraper le temps perdu avec toi, cher Mathieu. » La communication fut coupée avant qu'il ne puisse répondre. Mathieu resta immobile un instant, le téléphone à la main, une sensation de nausée l'envahissant. La confrontation qu'il redoutait était arrivée plus tôt que prévu. Victor avait lancé le premier coup. Maintenant, tout dépendrait de la façon dont Mathieu répondrait. La Coupole, institution parisienne au cœur de Montparnasse, bruissait de conversations animées en ce début d'après-midi. Mathieu arriva délibérément 5 minutes en avance, une tactique apprise au cours de ses années dans le monde impitoyable des affaires. Il fut conduit à une table discrète, à l'écart de l'agitation principale, où Victor Mercier l'attendait déjà. À 60 ans, Victor imposait toujours par sa prestance. Grand, élégamment vêtu d'un costume 3 pièces gris anthracite, il dégageait cette assurance tranquille des hommes habitués à exercer le pouvoir. Ses cheveux poivre et sel impeccablement coiffés et sa barbe parfaitement taillée renforçaient son image d'aristocrate moderne. « Mathieu » l'accueillait-il en se levant, tendant une main que son interlocuteur serra brièvement. Ponctuel, comme toujours. « Victor » répondit simplement Mathieu, s'installant face à lui. Un serveur apparut immédiatement pour prendre leur commande de boisson. Victor choisit un chardonnay millésimé, tandis que Mathieu opta pour de l'eau minérale. « Tu ne bois pas » s'étonna Victor avec un sourire moqueur. « Les affaires sont-elles si stressantes ces temps-ci ? Je préfère garder l'esprit clair pour notre conversation, » répliqua calmement Mathieu. Le sourire de Victor s'élargit, révélant des dents parfaitement blanches. Sage décision. La clarté d'esprit est effectivement essentielle quand on navigue en eau trouble. Ils commandèrent leur plat. Un turbo pour Victor, une salade niçoise pour Mathieu, puis se retrouvèrent seuls, face à face, dans cette arène feutrée. « Alors, » commença Victor, faisant tourner son verre de vin entre ses doigts, « parlons franchement. Ma nièce et sa fille vivent maintenant sous ton toit. Une coïncidence fascinante, tu ne trouves pas ? » « Il n'y a aucune coïncidence, Victor, » répondit Mathieu, soutenant son regard. « Sophie est ma fille. » L'espace d'un instant, une lueur de surprise traversa les yeux gris de Victor, rapidement masquée par son impassibilité habituelle. « Ta fille, voilà qui est inattendu. »« Est-ce vraiment si surprenant ?» demanda Mathieu. « Amélie et moi étions ensemble avant l'accident. L'accident que tu as orchestré. » Victor eut un petit rire sec, nullement décontenancé par cette accusation directe. « Orchestré ? Quelle imagination, mon cher Mathieu. Ce tragique événement était précisément cela, un accident. La route était glissante ce jour-là, si ma mémoire est bonne. Épargnons-nous ce jeu, Victor. Nous savons tous les deux ce qui s'est réellement passé. » Le sourire de Victor s'effaça, remplacé par une expression calculatrice. « Et qu'est-ce qui s'est réellement passé, selon toi ? Tu as fait saboter les freins de la voiture, pas pour tuer qui que ce soit, juste pour provoquer une frayeur suffisante pour qu'Amélie perde l'enfant qu'elle portait.
Mon enfant. Mathieu marqua une pause, observant la réaction de son adversaire. Malheureusement pour toi, ton plan a mal tourné. La voiture s'est écrasée, tuant ton frère et ta belle-sœur. Mais Amélie a survécu, et Sophie aussi. Victor resta silencieux un long moment, son regard devenu aussi froid que l'acier. Des accusations bien graves, basées sur quoi exactement? Le témoignage d'une femme traumatisée? D'un mécanicien imaginaire? Sur des preuves, Victor. Des preuves qu'Amélie a patiemment rassemblées au fil des années. C'était un bluff partiel. Amélie avait effectivement recueilli certains éléments. Le témoignage oral du mécanicien, désormais décédé, quelques documents financiers suspects, mais rien qui constituerait une preuve irréfutable devant un tribunal. Victor sembla évaluer la situation, pesant les risques d'une confrontation ouverte. Admettons un instant que ton histoire fantaisiste soit vraie. Quelle serait ta stratégie maintenant? Porter plainte, après 8 ans sans preuve tangible? Ou peut-être comptes-tu sur le tribunal de l'opinion publique? Ma seule préoccupation est la sécurité d'Amélie et de Sophie, affirma Mathieu, se penchant légèrement en avant. Laisse-les tranquilles, Victor. Laisse-nous vivre en paix, et le passé restera où il est, dans le passé. Victor émit un rire bref, presque admiratif. Voilà donc ta proposition? Un pacte de non-agression? Intéressant. Leurs plats arrivèrent, créant une pause dans cet échange tendu. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, chacun réfléchissant à sa prochaine manœuvre dans ce jeu d'échecs verbal. « Tu sais, reprit finalement Victor, j'ai toujours admiré ta résilience, Mathieu, ta capacité à transformer les obstacles en opportunités. Après la disparition d'Amélie, tu as canalisé ta douleur pour bâtir un empire impressionnant. C'est précisément cette qualité qui m'avait initialement fait douter de toi comme partenaire pour ma nièce. »« Partenaire » s'indigna Mathieu. « Tu parles d'elle comme d'un actif commercial. N'est-ce pas ce que nous sommes tous à différents degrés, philosopha Victor, des actifs avec différentes valeurs, différents potentiels. Amélie avait un potentiel particulier comme lien entre deux familles influentes. Ce potentiel a été réaffecté. La froideur avec laquelle il parlait du destin de sa propre nièce révulsait Mathieu. Sophie aussi a un potentiel, poursuivit Victor, et cette simple mention du nom de sa fille par cet homme fit bouillir le sang de Mathieu. Une héritière de 2 lignées puissantes. Intéressant. Sophie est une enfant, rétorqua Mathieu, luttant pour maintenir son calme. Pas un pion dans ton échiquier pervers. Tous les enfants sont des pions, Mathieu. La seule question est de savoir qui contrôle leurs mouvements. Victor reposa délicatement sa fourchette. Mais revenons à nos affaires. Ta proposition de paix m'intrigue. Qu'offres-tu exactement en échange de ma bienveillance envers ta nouvelle famille? Rien, répondit fermement Mathieu. Je ne t'offre rien, Victor. Je te mets en garde. Si tu tentes quoi que ce soit contre Amélie ou Sophie, je dévoilerai tout ce que je sais sur toi. Pas seulement concernant l'accident, mais aussi tes arrangements avec certains officiels chinois pour contourner les brevets pharmaceutiques, tes manipulations du marché immobilier du 13e arrondissement, tes pressions sur le conseil municipal de Lyon. Le visage de Victor se figea momentanément, trahissant sa surprise. Mathieu avait visiblement touché des points sensibles. « Tu as été occupé », commenta finalement Victor, retrouvant son apparente sérénité. « J'apprends vite », confirma Mathieu, « et contrairement à toi, je n'ai pas de squelette dans mon placard. Si cette guerre devient publique, tu as beaucoup plus à perdre que moi. » Victor l'observa avec une curiosité nouvelle, comme s'il réévaluait son adversaire. « Tu as changé, Mathieu. Il y a 8 ans, tu étais idéaliste, presque naïf. Maintenant, je vois un homme capable de jouer selon mes règles. Je ne joue pas selon tes règles, Victor. Je protège ma famille, c'est tout. » Un silence s'installa, lourd de non-dits et de menaces implicites. Victor semblait calculer ses options, évaluer les risques et les bénéfices potentiels de chaque scénario. « Très bien, » concéda-t-il finalement. « Disons que j'accepte ta proposition. J'ignore l'existence d'Amélie et de cet enfant et tu gardes tes informations pour toi. Un arrangement équitable. » Mathieu n'était pas dupe. La capitulation de Victor semblait trop facile, trop propre. « J'aimerais te croire, Victor, vraiment. Mais ton historique ne plaide pas en ta faveur. »« Le passé est le passé, » répondit Victor avec un geste négligent de la main. « Les circonstances étaient différentes alors. Aujourd'hui, je suis un homme d'affaires pragmatique. Un conflit ouvert avec toi serait contre-productif. » Ils terminèrent leur repas dans une trêve inconfortable.
échangeant des banalités sur l'économie et le marché parisien de l'immobilier. Au moment du café, Victor changea soudain de sujet. « Ta fille aînée, Chloé, c'est ça? J'ai entendu dire qu'elle est inscrite à l'Académie Saint-Dominique, une excellente école. » Cette mention délibérée de Chloé était une menace à peine voilée, un rappel que Victor pouvait atteindre n'importe quel membre de sa famille. Mathieu sentit son estomac se nouer, mais maintint son expression impassible. En effet, elle y est très heureuse. « L'éducation est si importante, » poursuivit Victor avec un sourire prédateur. « Elle forge l'avenir de nos enfants, de tous nos enfants. » Le message était clair. La trêve était conditionnelle. Au moindre faux pas de Mathieu, Victor n'hésiterait pas à s'en prendre à Chloé, Sophie ou n'importe quel autre membre de son entourage. Lorsqu'ils se séparèrent sur le trottoir devant le restaurant, leur poignée de main ressemblait davantage à un pacte faustien qu'à un accord entre gentlemen. « Au plaisir de te revoir, Mathieu », lança Victor en montant dans sa Bentley. « Transmets mes salutations à ma chère nièce. » Mathieu ne répondit pas, observant la voiture de luxe s'éloigner dans la circulation parisienne. Il resta immobile un moment, le soleil printanier semblant soudain moins brillant, l'air moins doux. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message d'Amélie. « Tout va bien ?» Il hésita avant de répondre, ne voulant pas l'inquiéter davantage. « Oui, nous parlerons ce soir. » De retour à son bureau, Mathieu convoqua immédiatement son équipe de sécurité. Il ordonna un renforcement des mesures autour de l'appartement, des écoles des filles et même de la clinique où travaillait Juliette. Il contacta également son avocat, lui demandant de préparer plusieurs scénarios juridiques en cas d'offensive de Victor. Il ne croyait pas un instant à la prétendue trêve. Victor préparait certainement une contre-attaque et Mathieu devait être prêt à toutes les éventualités. Ce soir-là, après avoir couché les filles, il rejoignit Amélie sur la terrasse. Elle l'attendait, enveloppée dans un châle malgré la douceur de la soirée, son visage trahissant son anxiété. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle dès qu'il s'assit à côté d'elle. Mathieu lui raconta leur rencontre en détail, sans rien omettre de la fausse conciliation de Victor ni de ses menaces voilées. « Il n'abandonnera jamais », murmura Amélie, les yeux fixés sur l'horizon parisien. « Pas tant qu'il se sentira menacé. »« Je sais », admit Mathieu. « C'est pourquoi nous devons être plus malins que lui, plus préparés. » « Comment ? Il a des connexions partout, des ressources presque illimitées. »« Nous aussi », la rassura Mathieu en prenant sa main. « Et nous avons quelque chose qu'il n'aura jamais, la vérité de notre côté. » Amélie serra sa main, puisant du réconfort dans ce contact. « J'ai si peur pour Sophie, s'il lui arrivait quoi que ce soit. »« Rien ne lui arrivera, promit Mathieu avec une détermination féroce. « Je donnerai ma vie avant de laisser quiconque lui faire du mal. » Ils restèrent ainsi, main dans la main, contemplant les lumières de Paris, unis par leur amour pour leur fille et leur détermination à la protéger. Plus tard, cette nuit-là, après qu'Amélie se fut retirée dans sa chambre, Mathieu reçut un appel de Laurent Beaumont, son ami médecin. « Mathieu, désolé pour l'heure tardive, mais je pense que tu devrais savoir. Quelqu'un a tenté d'accéder au dossier médical d'Amélie aujourd'hui. »« Victor » murmura Mathieu, sentant une vague de colère monter en lui. « Probablement. » La demande a été faite par un avocat prétendant représenter la famille, mais Juliette a bloqué l'accès immédiatement. J'ai pensé que tu voudrais être informé. Merci, Laurent. Je te revaudrai ça. Après avoir raccroché, Mathieu resta un long moment dans l'obscurité de son bureau, réfléchissant intensément. Victor avait déjà commencé sa contre-offensive, cherchant des informations, des vulnérabilités à exploiter. La guerre était déclarée, malgré leur sourire poli et leur poignée de main au restaurant. Une guerre silencieuse, insidieuse, où chaque mouvement devait être calculé avec précision. Mathieu se dirigea vers son coffre-fort et en sortit un dossier épais rassemblant toutes les informations qu'il avait collectées sur Victor au fil des ans. Il était temps de passer à l'offensive. Le lendemain matin, au petit déjeuner, l'atmosphère était étrangement légère. Sophie et Chloé bavardaient joyeusement, inconscientes des tensions adultes qui se jouaient autour d'elles. Amélie préparait des crêpes, une tradition dominicale qu'elle avait instaurée et que les filles adoraient. « Papa, on peut aller au musée de la science aujourd'hui ?» demanda Chloé entre deux bouchées. « Il y a une nouvelle exposition sur les dinosaures. »« S'il te plaît, papa » renchérit Sophie, ses yeux noisettes brillants d'excitation. Mathieu hésita. Après sa confrontation avec Victor, il était réticent à exposer sa famille en public. Mais il ne voulait pas non plus que les filles sentent sa peur, qu'elles soient privées de moments de joie à cause des manigances de Victor.
Bien sûr, accepta-t-il finalement, mais nous irons tous ensemble. Même maman, demanda Sophie se tournant vers Amélie. Même maman, confirma Mathieu. Et j'ai invité Juliette à nous rejoindre aussi, si ça vous convient. Les filles accueillirent cette nouvelle avec enthousiasme. Amélie lança un regard interrogateur à Mathieu, qui articula silencieusement « plus tard » en réponse. La journée au musée se déroula sans incident, presque idyllique. Les filles courèrent d'une exposition à l'autre, émerveillées par les squelettes préhistoriques et les installations interactives. Juliette, qui les avait rejoints comme prévu, apportait des explications scientifiques que les filles buvaient littéralement. Mathieu observait cette scène avec un mélange de bonheur et d'appréhension. Cette famille recomposée, ces moments précieux, tout semblait si fragile face à la menace de Victor. À un moment, alors que les filles étaient occupées avec une simulation de fouilles archéologiques, Mathieu prit Amélie et Juliette à part. « Victor a essayé d'accéder à ton dossier médical hier », annonça-t-il sans préambule. Amélie pâlit. « Pourquoi ferait-il ça ?»« Il cherche des vulnérabilités », expliqua Juliette. « Heureusement, j'ai été alerté immédiatement et j'ai bloqué la demande. »« Ce n'est que le début », prévint Mathieu. « Il va chercher d'autres angles d'attaque. »« Que devons-nous faire ?» demanda Amélie, sa voix légèrement tremblante malgré son effort pour rester calme. « Rester sur nos gardes. Ne rien changer à nos habitudes pour ne pas alerter les filles, mais être vigilant. » Mathieu se tourna vers Juliette. « Je suis désolé de t'impliquer dans tout ça. »« Ne le sois pas, » répondit-elle fermement. « Je suis là par choix. Pour Amélie, pour les filles, et... » Elle s'interrompit, leurs regards se croisant brièvement. « Pour vous tous. » Amélie observa cet échange avec une expression indéchiffrable, puis reporta son attention sur les filles. Elles ne doivent jamais savoir à quel point la situation est tendue. Elles méritent une enfance normale, sans peur. Elles l'auront, promit Mathieu. Quoi qu'il nous en coûte. Mais même alors qu'il prononçait ces mots, il sentait le poids de la menace qui planait sur eux, invisible mais omniprésente, comme un nuage d'orage à l'horizon d'un jour d'été. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans une étrange normalité teintée d'appréhension. Amélie avait commencé à travailler à la boutique de fleurs du Marais que Mathieu lui avait recommandée. Ce retour à sa passion lui redonnait des couleurs et une confiance en elle qu'elle avait perdue durant sa longue maladie. Les clients étaient enchantés par ses compositions originales et son sourire chaleureux. Sophie s'était parfaitement adaptée à sa nouvelle école, la même que fréquentait Chloé. Les deux sœurs étaient devenues inséparables, se protégeant mutuellement et partageant leurs secrets d'enfants. Leur complicité touchait profondément Mathieu, qui voyait dans cette relation la promesse d'un avenir où les blessures du passé pourraient enfin guérir. Juliette était devenue une présence constante dans leur vie. Officiellement, elle continuait à superviser la convalescence d'Amélie, mais ses visites dépassaient largement le cadre médical. Elle dînait souvent avec eux, participait aux sorties du week-end, aidait les filles avec leurs devoirs de science. Une complicité particulière s'était développée entre elle et Chloé, qui admirait son intelligence et sa force tranquille. Quant à Mathieu et Amélie, leur relation évoluait lentement, oscillant entre la familiarité de leur passé commun et la prudence de deux personnes marquées par les épreuves. Ils avaient pris l'habitude de partager un thé sur la terrasse chaque soir, après le coucher des filles, parlant de tout et de rien, reconstruisant patiemment les ponts entre leurs mondes. En apparence, Victor semblait avoir respecté leur accord tacite. Aucune menace directe, aucune tentative d'interférence dans leur vie quotidienne. Mais Mathieu restait vigilant. Les rapports de son équipe de sécurité mentionnaient régulièrement des voitures suspectes stationnées près de l'école ou de la boutique de fleurs, des individus prenant des photos à distance. Victor les observait, attendant patiemment son heure. Un soir de juin, alors qu'ils profitaient de la douceur estivale sur la terrasse, Amélie aborda un sujet qu'ils avaient soigneusement évité jusque-là. « Sophie m'a demandé si nous allions nous remarier, dit-elle soudainement, fixant la tour Eiffel illuminée pour éviter le regard de Mathieu. Il faillit s'étrangler avec son thé. « Vraiment » ? Qu'as-tu répondu ? Que les adultes avaient des relations compliquées. Elle sourit légèrement. Elle n'a pas été satisfaite de cette réponse, bien sûr. Elle a dit que c'était simple. Puisque nous nous aimions avant et que nous sommes ses parents, nous devrions être ensemble. La logique implacable des enfants, commenta Mathieu avec un sourire. Puis, plus sérieusement, elle n'a pas tort sur un point, nous nous aimions profondément. Amélie se tourna vers lui, son visage partiellement dans l'ombre. Aimions,
Au passé. Est-ce vraiment au passé, Amélie? Demanda doucement Mathieu. Cette question flottait entre eux depuis des semaines, non formulée mais omniprésente dans leurs regards, leurs gestes, leur silence. Amélie soupira profondément. Je ne sais pas, Mathieu. Tant de choses ont changé. Nous avons changé. Et puis il y a Juliette. Juliette? Répéta-t-il surpris. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Je vois comment elle te regarde. Comment tu la regardes? Mathieu resta silencieux un moment, conscient de la complexité de ses sentiments. Juliette est extraordinaire, admit-il finalement. Et oui, dans d'autres circonstances, peut-être. Mais chaque fois que je te vois, Amélie, chaque fois que je regarde Sophie, je ressens cette connexion, ce lien qui n'a jamais été rompu malgré les années et les épreuves. Amélie détourna le regard, émue par cette confession. « Je ressens la même chose, » murmura-t-elle. « Mais j'ai peur, Mathieu. Peur que nous ne reconstruisions quelque chose sur des fondations fragiles, par devoir envers Sophie, ou par nostalgie d'un passé idéalisé. Ce n'est pas de la nostalgie, affirma-t-il en prenant sa main. C'est un amour qui a survécu à tout ce que Victor a tenté pour le détruire. La mention de Victor assombrit le visage d'Amélie. Il est toujours là, entre nous. Son ombre plane sur chaque moment de bonheur. Seulement si nous le permettons, répondit Mathieu. Nous pouvons choisir de ne pas lui donner ce pouvoir. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Juliette, qui avait sa propre clé de l'appartement depuis qu'elle participait à la sécurité d'Amélie et des filles. « Désolée de vous déranger », s'excusa-t-elle, percevant immédiatement l'intimité du moment. « Je venais juste déposer les résultats des derniers examens d'Amélie. »« Entre, Juliette », l'invita Amélie avec un sourire chaleureux. « Nous prenions juste un thé. Tu te joins à nous ?» Si Juliette perçut la tension romantique qu'elle avait interrompue, elle n'en montra rien. Avec son tact habituel, elle s'installa et orienta la conversation vers les bonnes nouvelles médicales. La rémission d'Amélie semblait désormais complète, bien qu'un suivi régulier resterait nécessaire. « C'est merveilleux », se réjouit Mathieu. « Nous devrions fêter ça. Un dîner spécial ce week-end peut-être. »« Excellente idée », approuva Juliette. « Les filles seraient ravies. Chloé m'a justement parlé d'un restaurant sur une péniche qu'elle rêve d'essayer. » Amélie observait cet échange avec un mélange de tendresse et de mélancolie, la facilité avec laquelle Juliette s'intégrait à leur vie familiale, sa compréhension intuitive des besoins de chacun, son affection sincère pour les filles. Dans un monde sans Victor, sans le poids du passé, peut-être aurait-elle été la personne idéale pour Mathieu. Un dîner sur la scène serait parfait, acquiesça-t-elle finalement. Une célébration de la vie qui continue malgré tout. Le week-end suivant, ils se retrouvèrent donc sur Le Calife, une élégante péniche-restaurant amarrée près de la tour Eiffel. La soirée était magique. Le ciel de Paris se teintait de pourpre et d'or, la Seine reflétait les lumières de la ville, et les filles, vêtues de leurs plus belles robes, étaient surexcitées par cette sortie exceptionnelle. Mathieu avait invité Isabelle et son nouveau compagnon, créant ainsi une grande famille recomposée où chacun trouvait harmonieusement sa place. Les enfants à un bout de la table, les adultes à l'autre, tous partageant rires et conversations animées. Au moment du dessert, alors que les serveurs apportaient un spectaculaire gâteau décoré de fruits rouges, Mathieu remarqua un homme qui les photographiait discrètement depuis le quai. Son instinct de protection s'éveilla immédiatement. « Excusez-moi un instant », dit-il en se levant, les yeux fixés sur l'individu qui, se sentant repéré, commençait à s'éloigner. « Mathieu ?» s'inquiéta Amélie, suivant son regard. « Ce n'est rien », la rassura-t-il. « Je reviens tout de suite. » Il quitta rapidement la péniche et rattrapa l'homme en quelques foulées rapides. Le saisissant fermement par le bras, il le força à se retourner. « Qui êtes-vous? Pourquoi nous photographiez-vous » L'homme, d'une quarantaine d'années à l'allure banale, parut surpris par cette confrontation directe. « Je suis photographe indépendant, » balbutia-t-il. « Je prends des clichés de la vie parisienne pour une agence. »« Mensonge !» gronda Mathieu. « Qui vous envoie ?»« Victor Mercier ?» À la mention de ce nom, l'homme pâlit visiblement, confirmant les soupçons de Mathieu. « Je ne connais pas de Victor Mercier, » nia-t-il néanmoins. « Lâchez-moi ou j'appelle la police. »« Faites donc !» répliqua Mathieu. « Expliquez-leur pourquoi vous espionnez des enfants. » Cette menace sembla ébranler l'homme qui abandonna son acte. « Écoutez, je fais juste mon travail. On m'a payé pour prendre quelques photos, c'est tout. Je ne veux pas d'ennui. »« Eh bien, vous en avez, » affirma Mathieu. « Donnez-moi votre appareil. »« Pas question, c'est mon gagne-pain. »
votre matériel ou une plainte pour harcèlement et mise en danger de mineurs. Choisissez. » L'homme hésita puis tendit finalement son appareil à contre-cœur. Mathieu retira rapidement la carte mémoire avant de lui rendre l'appareil. « Un conseil, » dit-il froidement. « Trouvez un autre employeur et ne vous approchez plus jamais de ma famille. » De retour à la table, il fit comme si rien ne s'était passé, ne voulant pas gâcher la soirée. Mais Amélie et Juliette avaient remarqué son expression tendue. Plus tard, lorsque les filles furent occupées à admirer les illuminations de la tour Eiffel depuis le pont de la Péniche, Amélie l'interrogea du regard. « Victor, » murmura-t-il simplement, « il nous fait surveiller. » Juliette, qui se tenait près d'eux, fronça les sourcils. « Pourquoi maintenant? Que cherche-t-il? Des informations, des vulnérabilités, ou simplement à nous rappeler qu'il est là, qu'il observe. » Amélie frissonna malgré la douceur de la soirée. « Nous ne serons jamais tranquilles tant qu'il sera dans nos vies. »« Alors nous devons l'en sortir, » déclara Mathieu avec une détermination nouvelle. Définitivement. De retour à l'appartement, après avoir couché les filles, Mathieu convoqua une réunion d'urgence dans son bureau. Amélie, Juliette, Isabelle et Laurent, son ami médecin, s'y retrouvèrent pour élaborer un plan d'action. Victor a franchi une ligne en envoyant quelqu'un photographier les filles, commença Mathieu. Nous devons agir maintenant, avant qu'il n'aille plus loin. Quelles sont nos options? Demanda Laurent qui connaissait l'histoire complète depuis peu. Juridique, d'abord, répondit Mathieu. J'ai consulté mes avocats. Avec le témoignage d'Amélie, les documents financiers qu'elle a rassemblés et quelques autres éléments que j'ai pu obtenir, nous pourrions déposer une plainte formelle. Ce serait sa parole contre celle de Victor, objecta Isabelle, pragmatique comme toujours. Et il a des connexions partout dans le système judiciaire. C'est pourquoi nous devons frapper plus fort, affirma Mathieu. Utiliser son point faible, sa réputation. Il détailla alors son plan. Une stratégie coordonnée impliquant des révélations dans la presse, des pressions sur certains partenaires commerciaux clés de Victor et l'utilisation des réseaux sociaux pour amplifier l'impact. « C'est risqué, » avertit Juliette. « Il pourrait contre-attaquer violemment. »« C'est pourquoi nous devons agir rapidement et de manière décisive, » répondit Mathieu. « Ne lui laissez aucune marge de manœuvre. » Amélie, qui était restée silencieuse jusqu'alors, prit enfin la parole. « Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, » commença-t-elle, attirant immédiatement l'attention de tous. « Quelque chose qui pourrait changer la donne. » Elle se leva et alla chercher une petite clé dans sa chambre. À son retour, elle expliqua. « Cette clé ouvre un coffre dans une banque suisse. J'y ai déposé, il y a des années, un enregistrement. Une conversation entre Victor et le mécanicien qui a saboté la voiture. » Un silence stupéfait accueillit cette révélation. « Tu as enregistré leur conversation ?» demanda finalement Mathieu abasourdi. « Pas moi, le mécanicien lui-même. Il se méfiait de Victor, craignait d'être un jour accusé. Alors il a enregistré secrètement leur conversation après l'accident, quand Victor est venu le voir pour s'assurer de son silence. » Elle marqua une pause. « Sur cet enregistrement, Victor admet explicitement avoir ordonné le sabotage des freins. Mais c'est la preuve irréfutable que nous cherchions, » s'exclama Laurent. « Pourquoi ne pas l'avoir utilisé avant ?» questionna Isabelle. « Parce que j'avais peur, » admit Amélie. « Peur que Victor découvre son existence et s'en prenne à Sophie. Mais maintenant, » elle se tourna vers Mathieu. « Maintenant, nous sommes plus forts ensemble, et je refuse que mes filles grandissent dans la peur. » Mathieu fut touché par ce « mes filles », qui incluait Chloé dans l'affection maternelle d'Amélie. « Avec cet enregistrement, » poursuivit-il, « nous pouvons non seulement le dénoncer publiquement, mais aussi porter plainte avec des preuves solides. Il tentera tout pour l'empêcher, » avertit Juliette. « C'est pourquoi nous devons agir vite et être parfaitement préparés, » affirma Mathieu. « Chacun de nous aura un rôle précis à jouer. » Ils passèrent les heures suivantes à peaufiner leur plan, assignant des tâches, anticipant les réactions possibles de Victor, prévoyant des mesures de sécurité renforcées pour les filles et Amélie. À l'aube, leur stratégie était en place. Ils se séparèrent épuisés mais déterminés, sachant que les jours à venir seraient décisifs. Avant de partir, Juliette prit Amélie à part. « Je tenais à te dire, à propos de Mathieu et moi, tu n'as pas à t'expliquer, » l'interrompit doucement Amélie. « Si, justement, je tiens à ce que tu saches que je me suis toujours tenu en retrait par respect pour ce que vous partagez. Votre histoire, votre fille. » Amélie lui prit les mains avec une affection sincère. « Tu es une femme extraordinaire, Juliette. Dans d'autres circonstances, répéta Juliette avec un sourire mélancolique. Mais nous vivons dans celle-ci.
Et dans celle-ci, Mathieu et toi avez une chance de reconstruire quelque chose de beau. Ne la laissez pas passer par peur ou par doute. Ce conseil, venant de celle qui aurait pu être une rivale, mais s'était révélée une amie précieuse, toucha profondément Amélie. Plus tard, ce matin-là, alors que Sophie et Chloé prenaient leur petit déjeuner, bavardes et joyeuses comme à leur habitude, Amélie observait Mathieu préparer du café. Dans ses gestes précis, sa façon de veiller au bien-être de chacun, elle reconnaissait l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Mais elle y voyait aussi l'homme qu'il était devenu, plus fort, plus déterminé, un père dévoué pour qui la famille passait avant tout. « Mathieu, dit-elle doucement pour que seul lui l'entende, quoi qu'il arrive dans les jours à venir, je veux que tu saches une chose. » Il se tourna vers elle, attentif. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, pas un seul jour en 8 ans. » Ses yeux s'illuminèrent à cette confession, et dans ce regard, Amélie vit refléter tout l'amour qu'elle-même ressentait. Un amour qui avait survécu à la séparation, aux mensonges, aux manipulations de Victor. Un amour qui, peut-être, pourrait enfin s'épanouir librement une fois les ombres du passé dissipées. « Moi non plus, » murmura-t-il en retour. « Jamais. » Leur moment fut interrompu par Sophie, qui réclamait des crêpes, mais la promesse silencieuse qu'ils venaient d'échanger brillait entre eux comme une flamme nouvellement ravivée. Une flamme que même Victor, avec toute sa malveillance, ne pourrait plus jamais éteindre. 5 ans plus tard, le jardin du Luxembourg resplendissait sous le soleil estival. Des familles pique-niquaient sur les pelouses, des enfants faisaient naviguer des petits bateaux sur le grand bassin, et les chaises métalliques vertes accueillaient les Parisiens venus profiter de cette journée parfaite. Assise sur l'une de ces chaises, Amélie Devreau observait avec tendresse Sophie et Chloé, maintenant âgées de 12 et 14 ans, qui nourrissaient les canards avec leur petit frère de 3 ans, Lucas. L'alliance à son doigt gauche scintillait dans la lumière dorée de l'après-midi, rappel constant du bonheur retrouvé. « Ils sont beaux, nos enfants », murmura Mathieu en s'asseyant à côté d'elle, lui tendant une glace à la vanille, sa préférée depuis toujours. « Magnifique », acquiesça-t-elle en acceptant la coupe avec un sourire. Difficile de croire que tout ce chemin a été parcouru en 5 ans. 5 années qui avaient transformé leur vie de façon spectaculaire, commençant par la chute de Victor Mercier. Leur plan avait fonctionné avec une efficacité qu'ils n'avaient pas osé espérer. L'enregistrement qu'Amélie avait conservé s'était révélé accablant. Victor y admettait non seulement avoir commandité le sabotage de la voiture, mais évoquait également d'autres méfaits, des arrangements illicites, des menaces à peine voilées. Le document avait d'abord été remis à un journaliste d'investigation réputé, Philippe Grandjean. Ironiquement, celui-là même qu'Amélie était censée épouser dans les plans de Victor. Devenu l'un des reporters les plus respectés du pays, il avait immédiatement saisi l'importance de cette affaire et publié un article explosif dans son journal, déclenchant un scandale national. Simultanément, Mathieu avait transmis l'enregistrement et toutes leurs preuves au procureur de la République. La machine judiciaire s'était mise en marche avec une rapidité inhabituelle, peut-être motivée par le caractère public de l'affaire. Victor, acculé, avait d'abord tenté de contre-attaquer, accusant Amélie et Mathieu de chantage, niant l'authenticité de l'enregistrement. Mais l'expertise phonographique avait confirmé sa validité, et plusieurs témoins enhardis par sa chute imminente s'étaient manifestés pour corroborer d'autres accusations. Le coup de grâce était venu de manière inattendue. Le propre fils de Victor, Thomas Mercier, un juge respecté à la Cour d'appel de Paris, avait témoigné contre son père. Il avait révélé avoir entendu Victor, le soir de l'accident, ordonner par téléphone la destruction de toute preuve liée au sabotage. Ce témoignage, venant d'une source aussi irréprochable, avait scellé le sort de Victor. Le procès avait duré plusieurs mois, monopolisant l'attention médiatique. Victor avait finalement été reconnu coupable de tentative d'homicide involontaire, obstruction à la justice et divers délits financiers. Sa condamnation à 15 ans de prison ferme avait fait la une de tous les journaux. L'empire Mercier s'était effondré comme un château de cartes. Ses associés s'étaient empressés de se distancer de lui. Ses actions avaient dégringolé, et sa tour emblématique avait été rachetée par un consortium dont Mathieu faisait partie. Un juste retour des choses. Mais plus importante que cette victoire judiciaire avait été la libération qu'elle avait apportée à leur famille. Délivrés de l'ombre de Victor, Mathieu et Amélie avaient pu enfin construire leur avenir commun sans crainte. Leur mariage, célébré 1 an après la condamnation de Victor,
avait été une affaire intime mais joyeuse dans les jardins du château de Vaux-le-Vicomte. Sophie et Chloé, ravies de voir officialiser l'union de leurs parents, avaient jeté des pétales de rose sur leur passage. Juliette, devenue leur amie la plus proche, était la demoiselle d'honneur d'Amélie. Isabelle et son compagnon figuraient parmi les invités d'honneur, illustration parfaite de cette famille recomposée harmonieusement. « À quoi penses-tu » demanda Mathieu, interrompant les réflexions d'Amélie. « À tout ce chemin parcouru, » répondit-elle. « À notre mariage, à la naissance de Lucas. » Au centre. Le centre Laporte, du nom de jeune fille d'Amélie, était devenu leur projet commun, né dans les mois suivant la chute de Victor. Situé dans un ancien hôtel particulier du Marais, il offrait soutien et hébergement aux mères célibataires en difficulté et à leurs enfants. Amélie en était la directrice, mettant à profit son expérience personnelle pour comprendre et aider ces femmes vulnérables. Mathieu avait réorienté une partie significative des activités de son entreprise vers des technologies médicales accessibles aux populations défavorisées, inspirées par l'expérience d'Amélie et les conseils de Juliette, qui dirigeait désormais un important service de recherche en immunologie. Le centre a aidé plus de 300 familles en 4 ans, rappela fièrement Mathieu. Ton projet est devenu bien plus grand que ce que nous avions imaginé. Notre projet, corrigea doucement Amélie. Je n'y serais jamais arrivé sans ton soutien. Ils furent interrompus par l'arrivée tumultueuse des enfants. Lucas, portrait miniature de son père avec les yeux d'Amélie, se jeta dans les bras de sa mère. « Maman, j'ai vu un poisson grand comme ça !» s'exclama-t-il en écartant ses petits bras aussi largement que possible. « Vraiment ?» s'émerveilla Amélie, entrant dans son jeu. « Un poisson géant dans le bassin du Luxembourg ? C'était juste une carpe !» précisa Sophie, en levant les yeux au ciel, mais son sourire trahissait son affection pour son petit frère. « Maman, on peut aller au musée d'Orsay après ? Chloé et moi voulons voir l'exposition sur les impressionnistes pour notre projet d'art. » À 12 ans, Sophie montrait déjà un vif intérêt pour l'art et la littérature, héritage possible des heures passées dans la boutique de fleurs de sa mère. Chloé, quant à elle, manifestait des talents scientifiques prononcés. Passionnée par la médecine, influence évidente de Juliette, qu'elle considérait comme une seconde mère. « Bien sûr, » accepta Mathieu. « Nous avons rendez-vous avec Juliette pour dîner à 19 h. Cela nous laisse largement le temps. »« Super !» s'exclama Chloé. « J'ai tellement de choses à lui raconter sur mon stage au laboratoire. » Juliette avait arrangé pour Chloé un stage d'observation dans son laboratoire de recherche pendant les vacances scolaires, nourrissant son intérêt précoce pour la science. Cette attention particulière qu'elle portait à la fille aînée de Mathieu illustrait parfaitement l'harmonie qui régnait dans leur famille élargie. La vie de Juliette avait elle aussi pris un tournant inattendu. 2 ans plus tôt, elle avait rencontré Thomas Mercier, le fils de Victor, devenu l'un des plus farouches défenseurs de la réforme judiciaire après le procès de son père. Leur relation d'abord professionnelle, Thomas siégeant au conseil d'administration de l'hôpital où travaillait Juliette, s'était transformée en une histoire d'amour que personne n'avait vu venir. Ils étaient maintenant fiancés, créant un lien improbable, mais symboliquement puissant avec le passé. « Peut-être que Juliette nous dira enfin la date de son mariage », suggéra Amélie en se levant, Lucas toujours dans ses bras. « Elle attend probablement que le divorce de Thomas soit finalisé », répondit Mathieu. Les procédures ont été compliquées. Ils quittèrent le jardin du Luxembourg en famille, marchant tranquillement vers le musée d'Orsay. Les filles devant, bavardant avec animation, Mathieu et Amélie derrière, Lucas trottinant entre eux, tenant leurs mains. En traversant le pont des Arts, Amélie s'arrêta un instant pour contempler la Seine qui scintillait sous le soleil. Ce fleuve avait été témoin de tant d'événements de leur histoire. Leur première rencontre près des quais, la soirée sur la péniche qui avait précédé leur offensive contre Victor, et maintenant ces promenades familiales paisibles. « Tu te souviens de notre premier rendez-vous » demanda-t-elle à Mathieu. « Juste là, au bouquiniste du coin. Tu m'avais acheté un recueil de poèmes de Prévert. »« Parole » se rappela-t-il avec un sourire. « Tu l'as toujours ?»« Bien sûr. C'est l'un des trésors que j'ai gardé précieusement toutes ces années. Avec la première fleur que tu m'as offerte, séchée entre les pages. » Ces souvenirs, autrefois douloureux car associés à leur séparation forcée, étaient maintenant des joyaux qu'ils pouvaient chérir ensemble, les intégrant dans la tapisserie plus large de leur histoire commune. Au musée d'Orsay, tandis que les filles s'émerveillaient devant les toiles de Monet et Renoir, Mathieu et Amélie s'occupèrent de Lucas, lui expliquant avec patience
les couleurs et les formes qui captivaient son attention d'enfant. « Il a ton sens artistique », commenta Mathieu en observant leur fils imiter sérieusement la posture d'une sculpture. « Et ton esprit d'analyse », répliqua Amélie. « Regarde comme il examine chaque détail méthodiquement. » Cette capacité à voir l'un dans l'autre, à reconnaître leurs qualités réfléchies dans leurs enfants, était l'un des nombreux cadeaux que leur avait apporté cette seconde chance. Plus tard, au restaurant où ils retrouvèrent Juliette et Thomas, la conversation fut animée et chaleureuse. Juliette annonça officiellement que son mariage aurait lieu en septembre, dans le petit village provençal où elle avait grandi. Chloé fut extatique d'apprendre qu'elle serait demoiselle d'honneur, tandis que Sophie et Lucas auraient aussi des rôles importants dans la cérémonie. « Nous avons une autre nouvelle », ajouta Thomas, son visage habituellement sérieux illuminé par un sourire. « La Fondation pour les victimes d'accidents a accepté notre projet. Le financement est assuré pour les 3 prochaines années. Cette fondation, créée conjointement par Thomas et Mathieu, visait à soutenir les personnes dont la vie avait été bouleversée par des accidents, particulièrement ceux résultant de malveillances similaires à celles qui avaient frappé la famille d'Amélie. C'était leur façon de transformer une tragédie personnelle en quelque chose de positif pour la société. « C'est merveilleux », se réjouit Amélie. « Avec ce financement, nous pourrons étendre le programme de réhabilitation psychologique. » La soirée se poursuivit dans cette atmosphère joyeuse et constructive, entre projets d'avenir et plaisanteries familiales. Lucas s'endormit sur les genoux de sa mère, épuisé par cette journée riche en émotions et activités. Sur le chemin du retour, alors que les filles écoutèrent de la musique sur leurs écouteurs partagés à l'arrière de la voiture, Mathieu prit la main d'Amélie. « Heureuse » demanda-t-il simplement. Elle tourna vers lui un regard où brillait une sérénité profonde. « Plus que je n'aurais jamais cru possible. » Ces mots simples résumaient parfaitement leur parcours. De la tragédie à la rédemption, de la séparation à la réunion, ils avaient traversé des épreuves qui auraient brisé des âmes moins résilientes. Mais leur amour, comme une flamme que même les vents les plus violents n'avaient pu éteindre, les avait guidés vers ce bonheur tranquille et solide. De retour à leur appartement, ils avaient finalement déménagé dans une grande maison de ville dans le Marais, près du centre La Porte. Amélie borda Lucas, pendant que Mathieu vérifiait les devoirs des filles. Cette routine familiale, si ordinaire et pourtant si précieuse, était le fruit de leur persévérance et de leur foi, l'un en l'autre. Plus tard, alors qu'ils se retrouvaient sur leur terrasse, contemplant comme chaque soir les lumières de Paris, Amélie sortit une enveloppe de sa poche. « J'ai reçu ça aujourd'hui », dit-elle en l'attendant à Mathieu, « du notaire de mes parents. » Intrigué, Mathieu ouvrit l'enveloppe. Elle contenait l'acte de propriété de la maison familiale en Provence, que les parents d'Amélie avaient acheté peu avant l'accident. La propriété, longtemps bloquée dans des complications successorales liées aux manœuvres de Victor, était enfin légalement reconnue comme appartenant à Amélie. « La Bastide des Lavandes », murmura-t-elle avec émotion. « Je n'y suis jamais retournée depuis l'accident. C'était trop douloureux. »« Et maintenant » demanda doucement Mathieu. « Maintenant, je pense qu'il est temps d'y créer de nouveaux souvenirs, des souvenirs heureux, avec notre famille. » Elle sourit, les yeux brillants de larmes contenues. « Peut-être pour les vacances d'été prochaines ?» Mathieu l'attira contre lui, ému par cette nouvelle étape dans son processus de guérison. Ce serait parfait. Les enfants adorèrent la Provence. Ils restèrent ainsi enlacés, savourant ce moment de paix et de promesses. Le chemin avait été long et difficile, parsemé d'obstacles qui avaient parfois semblé insurmontables. Mais chaque épreuve les avait rapprochés, chaque défi surmonté avait renforcé leurs liens. « Sais-tu ce que m'a dit Sophie hier ?» demanda soudain Amélie. « Non, quoi ? Elle m'a dit qu'elle était heureuse que la vie nous ait séparés puis réunis, parce que cela nous a rendus plus forts, plus reconnaissants pour chaque moment ensemble. » Mathieu sourit, touché par la sagesse de sa fille. « Elle a raison. Chaque jour avec vous tous est un cadeau que je chéris infiniment. Un cadeau que nous avons gagné, » précisa Amélie. « Par notre courage, notre persévérance. Et notre amour, » compléta Mathieu. « Surtout notre amour. » Elle acquiesça, posant sa tête contre son épaule, tandis que la tour Eiffel s'illuminait dans la nuit parisienne, symbole éternel d'espoir et de beauté résiliente. Comme leur propre histoire, qui avait survécu à l'obscurité pour briller plus fort encore. La petite Sophie, qui vendait ses jouets devant une tour de verre, était devenue une jeune fille épanouie, entourée d'amour. Le PDG solitaire s'était transformé en père et mari comblé.
et la fleuriste qui avait failli perdre la vie avait finalement trouvé le bonheur qu'elle méritait depuis toujours. Leur voyage n'avait pas été simple, mais il les avait menés exactement où ils devaient être. Ensemble, sous le ciel étoilé de Paris, avec le futur ouvert devant eux comme une promesse sans fin.